Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Comme un seul homme, l'émission du vendredi soir consacrée à l'Olympique de Marseille. Ce soir, émission spéciale Brasil. Boa noite a todos. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va? Est-ce que le son est bon? Bon, apparemment ça va. Le son est bon, on va pouvoir démarrer tranquillement. Ambiance tropicale, ambiance carioca ce soir. On va évidemment parler de mercato, on va évidemment parler des négociations autour de Gerson. On a du nouveau, on va en discuter. On va évidemment, en première partie, nous allons vous diffuser tout d'abord l'entretien qui sera sous-titré, l'entretien intégral avec la journaliste brésilienne Raíza Simplício, la journaliste qui a enflammé la toile mardi soir avec ses infos sur le mercato et notamment sur ce transfert. Il n'en est pas encore un, sur les négociations autour du transfert de Gerson, le milieu de terrain de Flamengo. Et elle a enflammé la toile, pas uniquement par rapport à ça, mais également par rapport à ces allusions qui ne sont pas passées inaperçues sur la vente OM. On en discutera après la diffusion de l'entretien. On débriefera tranquillement en compagnie de nos invités ce soir. Parmi nous, Lexo. Lexo, tu m'entends? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ben, bonsoir. Écoute, ça va. Lexo, c'est notre Barry White à nous. C'est pas exclu que la fin de l'émission, il nous pousse un peu la chansonnette. Ah, vous allez être déçus, hein, parce que j'ai pas la voix qu'il faut. Je sais pas chanter. Je sais pas pousser la chansonnette. Bon. Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie est parmi nous également. Bonsoir à tous. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Bon, impeccable. Small qui fera l'interface avec le chat. Small, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Bonsoir à tous. Small, est-ce que tu as un peu potassé ton portugais pour ce soir? Oula, pas du tout, vraiment pas du tout, mais je vais faire des efforts sur la prononciation quand même. Et pendant l'entretien, essaye d'aller faire un petit tour sur Google Traduction et tu nous chopes quelques palabres. Et puis, on a l'honneur d'accueillir également avec nous Leonardo. Leonardo, boa noite, Leonardo. Boa noite, Gil. Tá me ouvindo? Boa noite, Leonardo. Tô te ouvindo. Leonardo qui est l'administrateur du compte OM Brasil sur Twitter, un compte dédié exclusivement à l'Olympique de Marseille. Il nous parlera un peu de ce qu'il fait, de sa communauté. Je crois qu'il y a environ 4500 personnes, 4500 torcedores, supporters de l'Olympique de Marseille au Brésil. Et il nous parlera évidemment du football à Rio, de Flamengo, de Gerson, bref. On est ensemble pour environ 2 heures, on va se régaler. Ensuite, après, un peu plus tard dans la soirée, nous rejoindra Eric Frosio, le correspondant de l'équipe et de Canal+ à Rio de Janeiro. Et puis, on débriefera tout ça tranquillement, avec peut-être quelques petites surprises au cours de l'émission. On ne vous en dit pas plus, mais en matière d'invités, hein, attention, ne commencez pas à faire dire ce que je n'ai pas dit. Je vous vois venir. Et puis voilà, on est prêt pour lancer l'entretien. Mais avant ça, je voudrais remercier les subs, les abonnés. Hein. Alors, restez connectés, abonnez-vous. On est sur Twitch. C'est une aventure qui commence avec vous. Et on espère qu'il va se poursuivre grâce à vous. C'est parti pour 2 heures d'émission. OM comme un seul homme, spécial Brasil. On va lancer l'entretien avec Raíza Simplício. La régie, vous êtes prêts? On envoie. Bom, meu nome é Raíza Simplício, né? Sou aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, como falamos aqui no Brasil. Eu trabalho na Gol, né? Na Gol Brasil. Cubro o dia a dia do Flamengo, cubro a seleção brasileira também e também cubro o mercado da bola, né? Por isso a gente está sempre aí atrás de notícias relacionadas a transferências. E você pode nos falar um pouco do Gerson? Qual é o perfil do jogador? Qual tipo de jogador ele é? Claro, o Gerson é um jogador polivalente, né? No meio campo ele pode atuar em várias
em várias posições no meio campo. Ele pode jogar como segundo volante, pode jogar como um meia pela esquerda. Algumas vezes no Flamengo já jogou como meia pela direita, mas ele realmente atua melhor como volante, como um segundo volante, um segundo homem de meio campo, aquele jogador box to box, né, que vai de uma área a outra, que corre bastante, que tem uma força física e que é muito inteligente. É um jogador muito inteligente, tem muita visão de jogo e sabe proteger a bola muito bem. Para roubar uma bola do Gerson não é nada fácil, né? É muito difícil, ele protege muito bem a bola. E recentemente, né, nos últimos meses, ele vem pisando bastante na área. Ele tem boa finalização de média distância e recentemente ele tem pisado também bastante na área. Ele é um meio-campista, assim, eu posso te dizer que ele é um volante, né, um meio-campista completo. É um jogador realmente de muita intensidade também, é um jogador muito inteligente. Apesar disso, ele não conseguiu vencer na Europa, na Itália, alguns anos atrás. Você pode nos falar um pouco dessa época? É verdade, o Gerson já existia muita expectativa em cima dele na época que ele começou no Fluminense, a dar os primeiros passos, né, ali no Fluminense. Ele foi muito jovem também para o futebol europeu e acho que ele teve uma adaptação ruim, né? Sempre essa mudança não é uma mudança muito simples, e quando se fala do jogador brasileiro, você espera muito do jogador brasileiro e espera que ele te dê esse retorno muito rápido. Então o Gerson, jovem, talvez ainda sem experiência, foi para a Itália, né, para jogar na Itália e não conseguiu se firmar, não conseguiu realmente deslanchar. Né, mas acho que ele aprendeu bastante taticamente, o que é muito importante. E quando ele retornou ao futebol brasileiro, ele trouxe um pouco desse amadurecimento tático, né? Mas acho que uma das coisas primordiais em relação ao Gerson é que quando ele volta para o Brasil, o Jorge Jesus, que é o treinador do Flamengo na época, o treinador português, hoje no Benfica, ele coloca o Gerson para jogar de fato como um segundo homem de meio de campo, né? Na Itália ele estava jogando muito como um meia pela esquerda. E talvez isso também tenha atrapalhado o desenvolvimento dele no futebol italiano. E aí eu acho que com o Jorge Jesus, né, o Jorge Jesus encontrou ali uma posição ideal para ele, que é de fato jogar como esse segundo homem de meio de campo. Ele hoje é um jogador mais amadurecido, é um jogador que passou por uma boa experiência de ter aqui no Brasil, né, um treinador europeu, que foi o Jorge Jesus, um treinador muito preocupado com a questão coletiva, né? Não adianta você ser apenas um jogador com talento, você tem que saber jogar também para a equipe, e acho que essa foi a diferença que o Jorge Jesus fez para o Gerson aqui. E acho que hoje ele está pronto, está amadurecido, é um jogador que assumiu responsabilidades no Flamengo, que conquistou títulos e que amadureceu. E hoje pensa em seleção brasileira, né, as portas da seleção brasileira estão abertas para ele, então hoje depende muito dele. Ele já não é mais uma promessa, ele é uma realidade. Ele não sai agora do futebol brasileiro como uma promessa, quando ele saiu na época que ele foi vendido pelo Fluminense. Ele ainda não era uma realidade. Hoje o Gerson sim não é mais uma promessa, hoje ele é um jogador pronto. Você sabe mais ou menos há quanto tempo que eles começaram a seguir o Gerson? O Sampaoli, né? O Sampaoli, que hoje é o treinador do Marselha, ele segue o Flamengo há um tempo. Em 2019, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, o Sampaoli brigou pelo título com o Flamengo, então ele viu todo o desempenho do Gerson desde então. Em 2020, né, o Sampaoli brigou novamente pelo título com o Flamengo, ou seja, estava trabalhando em uma equipe que era adversária direta do Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Ele acompanha o Gerson desde 2019,
ele acompanha o Gerson. E aqui no futebol brasileiro, o Gerson é uma unanimidade. É uma unanimidade aqui no Brasil que hoje ele é o melhor meio-campista aqui do futebol brasileiro. Então, quando o Sampaoli vai para o Olympique de Marseille, e aí o Sampaoli já tem na cabeça dele que na próxima janela de transferências ele vai fazer contratações, ele já coloca o Gerson ali na sua lista de pedidos. Então, há quanto tempo mais ou menos que eles estão negociando? Você sabe? Olha, negociando mesmo, né? Tem mais ou menos umas 2 a 3 semanas, porque quando o Olympique de Marseille decidiu que era hora, eles já vieram imediatamente, os representantes do Marseille já vieram imediatamente para o Brasil, entraram em contato com o staff do Gerson, né, que inclusive um dos agentes do Gerson é o Neymar pai, né, que é o pai do Neymar, é um dos agentes do Gerson, né. Então o Túlio de Mello, que é o responsável direto com o Olympique de Marseille por um dos responsáveis diretos do Olympique de Marseille nessa negociação, ele já fez o contato com o staff, procurou saber as condições do Flamengo, né, conversou com o Marseille e recebeu o ok para vir ao Brasil para negociar diretamente com o Flamengo. Você acha que eles vão conseguir atirar o Gerson do Flamengo? Eu acho que as coisas estão bem encaminhadas, né? Primeiro que o Marseille fez uma boa oferta para o Flamengo, né? O Flamengo sabe disso, sabe que a oferta foi muito boa, né? O Marseille está realmente disposto, justamente o Sampaoli, ele tem uma característica que quando ele quer uma coisa, ele tenta aquela coisa até o final. Então o Sampaoli colocou na cabeça dele que ele quer o Gerson, e o Marseille realmente tem feito de tudo para que essa negociação se concretize. Como eu disse a você, o Gerson hoje ele é uma unanimidade aqui no futebol brasileiro, então ele é visto como um jogador de muito potencial, né? Então as pessoas também que estão trabalhando nessa negociação, eles também entendem que o futuro do Gerson é muito grandioso e que depois, eventualmente, quando ele sair do Marseille, ele vai sair também como uma boa venda do Marseille, nesse sentido. Né? Então, eu acredito que por isso, né, e pelo fato também do Flamengo precisar vender um jogador importante do elenco, fazer uma venda importante essa temporada, eu acho que as coisas vão caminhar. Além, claro, do desejo do Gerson. O Gerson enxerga que é o momento dele voltar à Europa, né? Ele conquistou títulos aqui, ficou 2 temporadas e meia aqui, tem 23 anos, está maduro, então ele também entende que é o momento de dar um passo adiante. O Gerson não vai ficar muito tempo no Marseille, né? O Flamengo acredita no potencial dele, acredita que ele vai deslanchar no Marseille e que não ficará muito tempo no Marseille. E por isso também quer garantir o percentual de uma futura venda. O que você acha do preço? Aqui em Marseille ficamos com surpresa, porque parece que o clube estava sem dinheiro e agora estamos ouvindo esse valor de 30 milhões de euros, um valor muito, muito importante. É um valor alto, um valor curioso, justamente pelo que você falou, pelos torcedores não acreditarem, né, que o clube tenha hoje tantas condições de fazer esses investimentos. Mas o Sampaoli, ele é um treinador que onde ele chega, ele quer muitas contratações. Então ele não foi para o Marseille, né, sabendo que teria limitações. Pelo contrário, quando ele acerta com o Marseille, ele vai sabendo que ele teria algumas condições interessantes em termos de montagem de elenco, de montagem de time. Algumas pessoas me passaram que o Marseille tem uma boa quantia para investir
nessa janela de transferências e que boa parte desses investimentos eles estão se esforçando para tentar contratar o Gerson. Mas que num futuro não tão distante, a expectativa é que o Marselha tenha mais investimentos. Mas você, falando isso, você tem algumas informações ou você ouve falar disso, sobre a venda do clube? Olha, eu converso com algumas pessoas que estão ligadas ao Marselha no mercado, que estão negociando a alguns jogadores, né? E o que me dizem é que realmente a expectativa é de que nos próximos anos, né, num futuro não tão distante, o Marselha tem ainda mais capacidade de investimento, né? Que a perspectiva é uma boa perspectiva para o futuro do Marselha. A gente aqui está na esquema, todo mundo está falando de uma venda nas próximas semanas. Você também ouviu falar, tem algumas informações sobre isso? Ou? Eu tenho algumas informações, né, de que há realmente uma confiança de que se concretize essa venda, né, de que essa venda se concretize e também por isso o Marselha tenha mais investimentos nos próximos anos. E isso pode explicar justamente esse valor, esse investimento para comprar, para negociar o Gerson. Você acha que vale a pena, realmente? Até o valor alto, mas você acha que vale a pena porque o jogador pode ser vendido ainda mais daqui a 2 anos, é isso? Eu acho sim, eu acho que vale a pena. Eu acho que é um investimento que vale. O Marselha pode ter um bom retorno com o Gerson, porque é um jogador jovem que está no radar da seleção, como falei para você, visto aqui no futebol brasileiro como um jogador unanimidade aqui no Brasil, né? E claro também pelas pessoas que trabalham com ele, como eu falei para você, o pai do Neymar é um dos agentes, o pai do Neymar é um homem influente, né? Então, por tudo isso, o Gerson, acredito sim ser um bom investimento. E a torcida do Flamengo? O que ela vai falar? Como que ela está aprendendo essa notícia? Tá chateado, né? A torcida do Flamengo tá bem triste com essa possibilidade dessa saída do Gerson, né? Difícil para todos, porque o Gerson é um jogador muito querido, o Gerson é um jogador muito identificado. Apesar de ter sido revelado pelo Fluminense, o Gerson é torcedor do Flamengo e ele nunca escondeu isso. Então ele teve uma alegria muito grande, né, ao chegar ao Flamengo, a conquistar títulos pelo Flamengo. Então ele é um jogador bem identificado, porque também, acima de tudo, é um torcedor do clube que gosta de demonstrar esse carinho pelo clube. Ele é um craque em campo e um jogador muito identificado. Sem dúvida vai fazer muita falta. Há quase 10 anos que ele não ganhou nada. Como que é percebido justamente o Olympique de Marseille no Brasil, no Rio de Janeiro? Bom, agora no Rio de Janeiro especificamente, onde se concentra aqui, né, boa parte da torcida do Flamengo, os torcedores não estão muito felizes com o Olympique de Marseille, claro, por conta da situação do Gerson. Mas, no geral, é uma equipe, sim, muito respeitada. É vista como uma equipe que sim, tem muita tradição, né? Tem tradição, tem um histórico muito bonito, mas que nos últimos anos, claro, não tem competido nos níveis mais altos, né? Se conhece muito do PSG, claro, por conta dos brasileiros também, que passaram pelo PSG, hoje por conta do Neymar. O Lyon hoje também é muito falado aqui, porque o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá são 2 jogadores que hoje estão no Lyon, são 2 jogadores muito queridos aqui no futebol brasileiro. Há muita expectativa em relação a eles dois, então o Lyon vem sendo acompanhado. E sem dúvida nenhuma, se confirmar essa chegada do Gerson, o Olympique de Marselha será muito acompanhado aqui pelos brasileiros, porque
há também uma expectativa muito grande no futebol do Gerson. Estarei acompanhando, Marcélia, queria agradecer também o carinho, né? Um carinho muito grande dos torcedores, é impressionante a força nas redes sociais, no Twitter. Recebi muitas mensagens dos torcedores do Marcélia, então queria agradecer a todos pelo carinho e deixar aqui também a minha torcida, estarei torcendo pelo Marcélia aqui de agora em diante. E é isso aí, como se fala aqui no Brasil, vamos nos falando. Vamos nos falando. Raíssa, muito obrigado, uma boa noite e até logo. Raïsa Simplicio. D'abord, on la remercie chaleureusement d'avoir pris de son temps pour répondre à notre sollicitation. Alors, c'est un entretien qui a été réalisé mardi soir. Évidemment, dans une période de mercato, les choses vont tellement vite qu'il faudra faire une petite mise à jour à la lumière des dernières réunions et on en parlera un peu plus tard, mais tout d'abord, on va revenir sur cet entretien, donc je vous le rappelle, qui a été réalisé mardi soir. Et moi, j'aimerais savoir un peu, bon, globalement, qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien, donc réalisé par Raíssa Simplicio, journaliste brésilienne qui travaille notamment pour Gol Brasil. Stéphanie, tout d'abord. Oui, alors bon, déjà, l'interview, bravo Gilles, j'ai trouvé très très pertinente et vraiment c'était intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui est sur place pour nous parler de ce joueur que moi personnellement, j'ai appris à connaître grâce aux rumeurs. Je connaissais pas avant ça. Donc ce qui est quand même rassurant, c'est qu'elle nous dit, bon, malgré qu'il ait eu une première expérience en Europe qui était pas très encourageante, elle a l'air de nous dire que maintenant il est prêt pour aller en Europe, que c'est le meilleur milieu du championnat brésilien, que c'est un box-to-box, c'est un peu ce que nous, on souhaite comme poste à l'OM, c'est un peu ce genre de joueur dont on a besoin. Donc, c'est plutôt encourageant, je trouve. Maintenant, il a un prix quand même assez élevé. Je pensais pas qu'on pouvait mettre ces montants-là pour les jeunes joueurs, mais visiblement, c'est plutôt encourageant aussi. Et puis, ça montre qu'on a des ambitions pour l'année prochaine. Donc, moi, je suis plutôt contente si ça se fait. Il a l'air plutôt pas mal, ce petit joueur-là. On n'en est pas encore là parce qu'on en parlera un peu plus tard. Pour le moment, c'est le statu quo. Une prochaine réunion est prévue dimanche. Mais en tout cas, des deux côtés, les ponts ne sont pas rompus. Ça discute, ça négocie. Comme toujours, il y a beaucoup de poker menteur dans ces négociations et dans ces périodes de mercato. Pour connaître réellement la vérité et les véritables intentions des uns et des autres, c'est toujours très difficile. Lexo, qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de cet entretien ? Écoute, déjà, je voudrais vous féliciter pour votre réactivité par rapport à cette journaliste. Vous avez été très très rapide en fait à la contacter. Et j'ai même été surpris. Je pensais pas que vous alliez le faire, vous l'avez fait. Franchement, c'est une belle chose déjà. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que, comme disait tout à l'heure Stéphanie, c'est le montant. J'ai halluciné sur le montant qu'on pourrait mettre sur ce joueur-là. Et je connaissais pas ce joueur-là du tout. En fait, je connaissais pas. J'ai entendu parler vaguement dans le passé, mais je me suis pas du tout intéressé à lui. Et j'ai vu des vidéos récemment sur ce joueur-là. J'ai vu qu'il avait quand même une bonne technique et était assez puissant. Et c'est ce qu'il nous faut aussi à l'OM. Mais après, je sais pas comme on sait qu'à l'OM, c'est un environnement assez particulier et qu'il avait déjà fait un stage en Europe qui n'a pas été une très bonne réussite. Donc, je reste un petit peu mitigé, mais comme je vous fais confiance à Sampaoli, que je pense que lui doit connaître bien le joueur mieux que nous, puisqu'il a joué contre lui quand il était au Brésil. Donc je pense que s'il a fait son choix sur ce joueur-là, je pense que ça doit être une bonne rencontre pour l'OM. Après, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est le prix qui me laisse bouche bée, quoi. Alors, il faut savoir que si on met un prix comme ça sur un joueur comme ça veut dire que si on va jusqu'à 30 millions, bien sûr, il y a eu plus les bonus, ce sera le joueur le plus cher que l'OM ait recruté dans son histoire.
Mm. C'est ça qui m'interpelle, en fait. Ça qui t'interpelle. Ouais, je me pose beaucoup de questions. Ouais, moi aussi. Ouais. Leonardo du compte OM Brasil. Leonardo, o que você acha do jogador Gerson? Leonardo, qu'est-ce que tu penses du joueur Gerson? Eu acompanho o Gerson já tem algum tempo, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Logo, eu acompanho o futebol do Rio de Janeiro de bastante perto. Donc, je suis Gerson depuis de nombreuses années, puisque j'habite à Rio et que je l'ai vu évoluer au cours de ces différentes saisons. Na verdade, até um pouco antes, né? Quando eu jogava no Fluminense, onde ele foi revelado, né? E já era uma grande promessa naquela época, para a Europa, não deu certo, voltou. E agora, no Flamengo, se achou, né? Achou a sua posição. Jogava como ponta, mas agora jogando como volante se achou. É um jogador super campeão, é um jogador que cairia muito bem. Mas a gente vai discutir mais para frente hoje os prós e contras dessa negociação. Possível negociação. Alors, Leonardo nous dit qu'il était déjà un joueur prometteur quand il évoluait à Fluminense en jeune, donc il a été formé au club de Fluminense. Fluminense qui est un autre club de Rio de Janeiro, un autre club carioca. Il y a 4 clubs professionnels en première division à Rio, Fluminense, Flamengo, le plus fameux c'est Flamengo, Vasco da Gama et Botafogo. Donc Leonardo nous dit que quand il était déjà à Fluminense, il était prometteur. Malheureusement, ce transfert et ces 2 saisons et demie passées en Italie ont freiné un peu sa progression. Ils l'ont un peu perdu de vue. Et puis il est revenu finalement encore plus fort à Flamengo. Il a trouvé sa position et depuis lors, et c'est un véritable épanouissement qu'est en train de vivre Gerson et du coup c'est devenu une valeur sûre du championnat. Lexo, est-ce que toi tu te dis avec une enveloppe que l'on estime à 60, on entend parler de 60 millions d'euros, est-ce que tu te dis que ça serait bien joué, ça serait stratégiquement intéressant de mettre la moitié de cette enveloppe sur un seul joueur, aussi bon soit-il? Est-ce que c'est pas un pari un peu risqué? Moi, personnellement, je trouve que c'est un pari même trop risqué. On met la moitié de l'enveloppe sur un seul joueur, même s'il est très bon, sachant qu'on a 11 joueurs à remplacer. On fait comment après pour les 10 autres? On va mettre 1 million sur chaque autre? Ça va pas trop le faire, quoi. Je sais pas comment, je vois pas la stratégie en fait du club là pour l'instant. Au niveau financier en tout cas. Hein. Le joueur est peut-être bon, j'en doute pas, il n'y a pas de problème. Mais au niveau financier, je vois pas du tout la stratégie. Là, je la vois pas du tout. Parce que sachant que là, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir en fin de contrat qui vont partir, qu'il va falloir remplacer, fin de prêt, mettre 30 millions sur le joueur, aussi bon que soit-il, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Mais après, on fait comment pour les autres joueurs qu'on a remplacés? C'est ça que je veux savoir. Même s'il met 60 millions, on va dire on va compter sur les 40 millions entre guillemets on va vendre si Camara part, bien sûr. Mais ça c'est pas jouable hein, comme ça. Hein. Faut trouver c'est un seul joueur dans l'équipe qui est bon et puis le reste on tricote, on fait quoi? On bricole. Avec toujours cet inconnu concernant l'adaptation du joueur. Hein. On le sait, les Brésiliens. Ça peut, aussi talentueux soit-il, ça peut être parfois des problèmes d'adaptation, ça peut être un réel frein à leur progression, à leur épanouissement. On l'a déjà vécu à Marseille avec des joueurs qu'on nous annonçait comme des cracks et qui se sont lamentablement plantés. Donc il y a toujours cet inconnu de l'adaptation du joueur brésilien. Bon, c'est pas à chaque fois, c'est pas le cas à chaque fois. Hein. On a eu également des réussites, notamment Carlos Neuer, Sonny Anderson, mais il y a cet inconnu et le pari est risqué. Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu en dis? Moi, clairement, je me dis que si on est capable de poser 30 millions sur une enveloppe de 60 sur un joueur, c'est qu'on n'a pas une enveloppe de 60. C'est pas possible. On peut pas construire la moitié de l'équipe avec les 30 qui restent. Moi, j'y crois pas. Enfin, c'est juste pas possible de mettre la moitié de son enveloppe sur un seul joueur. D'abord, les chiffres ont jamais été vraiment officiels. L'OM n'a jamais réellement communiqué. Ça a été toujours des journalistes qui ont une fois 60, une fois 80, une fois. Mais on n'a jamais eu vraiment le véritable chiffre de cette enveloppe.
Et pour moi, c'est impossible de mettre 30 sur une enveloppe de 60, j'y crois pas. Attendez, si on écoute Raïs, elle nous dit quand même que c'est actuellement, il est considéré comme le meilleur joueur du championnat brésilien. Donc, on verra Eric Frosio qui viendra nous rejoindre un peu plus tard. Pour lui, par exemple, c'est pas si cher que ça. Ça vaut la peine. Leonardo, o que você acha? Você acha que vale a pena de pagar esse valor de 30, 35 milhões de euros? Realmente você acha que vale a pena? Eu concordo com o Lexu e com a Stephanie. Eu não acho que, se no caso houver mesmo esse envelope de 60 milhões, que vale a pena a gente gastar a metade ou a maioria desse envelope em um jogador só. E eu não acho que o Gerson valha esses 35 milhões. Aí não que seja o caso. 25, ok, mas 35 é um pouco demais para a gente, do que a gente pode gastar. Pour Leonardo, il faut traduire un peu, Leonardo. Pour Leonardo, effectivement, il est d'accord avec Stéphanie Lexo. Il dit que si on a effectivement qu'une enveloppe de 60 millions d'euros, il trouve ça dommage d'en gaspiller la moitié sur Gerson. Il pense qu'effectivement, c'est un très bon joueur. Jusqu'à 20-25 millions d'euros, ok, mais aller jusqu'à 30 ou 35 millions d'euros, puisque c'est apparemment ce que les dirigeants de Flamengo en demandent, ça serait un peu trop. À moins que, effectivement, comme le laissait sous-entendre Stéphanie, cette enveloppe de 60 millions d'euros en cache peut-être une autre. Pode continuar, Leonardo. É lógico que a gente vai ter algumas vendas, né, como o Tchaleta Chara, o Camará, mas a gente não pode contar com isso ainda, não são coisas oficiais, bem como a gente também não pode contar com 60 milhões, também não é uma informação oficial. Mas para mim é isso, a gente não pode pensar num jogador-chave e deixar de montar o time por causa dele. Vai ter muitas saídas e a gente tem que montar um time novo. Oui, pour Leonardo, évidemment, avec tout ce qu'on a recruté derrière, si on gaspillait autant d'argent sur un seul joueur, il nous resterait plus beaucoup pour ensuite recruter. Et également, Leonardo souligne le fait que pour le moment, on ne peut pas compter sur des ventes comme celle de Caleta-Car ou de Camara. Donc pour lui également, c'est peut-être pas la bonne stratégie, mais encore une fois, on n'est pas dans les comptes et on n'est pas dans les prédictions de l'Olympique de Marseille. Peut-être que ça nous cache d'autres surprises. Small, un petit tour par le chat. Comment oui. le chat? Alors, qui s'est mis à l'heure déjà, est-ce que je vois qu'il y a Hichem. Bonsoir Hichem. J'ai vu passer aussi un message de Younes, mon ami, que je salue chaleureusement. Voilà, ambiance café, Zumba café au carnaval. Eh oui, je veux voir passer un peu des... ça manque un peu d'ambiance pour le moment dans le chat. Small, qu'est-ce que tu en dis, toi? Alors, déjà, tout le monde est d'accord avec Stéphanie quand elle a dit que justement que si on mettait autant d'argent sur un seul joueur, que c'était que l'enveloppe était forcément plus grosse. Enfin, en tout cas, que logiquement, elle devrait l'être. Donc, en tout cas, on est globalement tous d'accord là-dessus. Et il y avait une question aussi de Najib 1313 qui demandait quelle était la réputation de Raïza, savoir voilà, sa fiabilité, tout ça. Ouais, alors Raïs, nous on a eu de très bons échos, notamment de la part d'Eric Frosio, il viendra nous en parler en deuxième partie de soirée. C'est quelqu'un qui apparemment, d'après Eric et d'après d'autres sources, près desquelles je me suis rapproché, est quelqu'un qui est très très bien informé, qui travaille principalement donc qui accompagne le club de Flamengo. Ouais, c'est une journaliste carioca de Rio de Janeiro, une journaliste locale spécialisée donc dans l'actualité autour de Flamengo et particulièrement du mercato et de ses périodes de transfert. En général, elle est très très bien informée et elle passe rarement à côté d'une bonne info. Mais Eric Frosio nous en parlera avec un peu plus de détails, un peu plus d'expertise un peu plus tard. Voilà. Alors, tout va bien. Ben, écoutez, on est environ 5500 au moment où je vous parle. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous êtes sur SportMed, sur le live Twitch Comme un seul homme, notre émission consacrée à l'Olympique de Marseille. Et on vient d'entendre donc l'entretien réalisé mardi soir avec Raïs Simplicio. On en parle, on débriefe. On va parler de ce mercato OM, mais également des autres sujets qui ont été évoqués au cours de cet entretien. Et on parlera aussi un peu plus tard de cet autre Brésilien qui est sur les tablettes de l'Olympique de Marseille,
Gustavo Oliveira. Alors, c'est pas du tout le même profil. C'est un joueur en devenir, c'est une promesse, comme dit Raïs. Et évidemment, c'est pas Gustavo Oliveira sur qui le focus est sur qui on focalise depuis ces dernières heures. C'est Gerson, le milieu de terrain de Flamengo. Gerson qui, après un stage en Italie, après un transfert en Italie qui s'est pas trop bien passé du côté de la Roma et de la Fiorentina, est revenu au Flamengo, a remporté 2 titres de champion et la Copa Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine. Il s'est véritablement épanoui. Et Raïs nous disait justement qu'il a évolué, il a changé de poste. C'est l'entraîneur Jorge Jesus qui l'a repositionné plutôt dans l'axe, qui en a fait une pièce maîtresse de son dispositif. Et il nous disait notamment qu'il se projetait de plus en plus et de mieux en mieux vers l'avant, qu'il devenait de plus en plus décisif dans la surface de vérité et notamment avait énormément progressé dans la finition. Et c'est un joueur, est-ce que c'est un joueur, un profil de joueur que l'on n'a pas actuellement à l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est justement une pièce qui nous manque actuellement? Type de joueur box-to-box, Stéphanie? Oui, Sanson le faisait un petit peu, mais maintenant il est parti. Donc je trouve que Rongier, il a du mal, c'est un très, très bon joueur, mais il a du mal à aller plus vers l'avant et à vraiment donner les ballons de but ou même à tirer lui-même et à prendre sa chance. J'ai pu voir sur quelques images de Gerson qu'il mettait quelques buts et qu'il allait de l'avant. Je pense que c'est un joueur qui nous serait utile actuellement, je pense. Bah, moi, je pense que comme Steph, hein. Mais moi, ce qui m'a plus marqué dans ce joueur, c'est que c'est sa puissance et sa technique, pardon. En plus, qui se projette vraiment vers l'avant. Ça, on avait ça un peu avec Sanson, oui, mais Sanson est parti et on n'a pas eu ça aussi, en tout cas aussi technique que ce joueur-là, on n'a pas ça à Marseille. Et je pense que s'il arrive à Marseille et qu'il arrive à s'adapter assez vite, il nous fera énormément de bien. Voilà ce que je pense. Leonardo, você viu o Gerson voltar da Europa? Você viu Gerson se tornar um jogador muito importante pelo Flamengo? Você acha que ele pode ter esse papel no Olympique de Marseille? No caso, ele conseguiria fechar esse negócio? Leonardo, toi qui as vu évoluer, progresser Gerson, est-ce que tu penses qu'il peut également franchir un palier et devenir un joueur important de l'Olympique de Marseille? Leonardo. Sim, eu penso que sim. É um jogador que, apesar de não ser tão mais novo como um Luiz Henrique, é um jogador que ainda tem margem para evolução, é um jogador que está na seleção olímpica, é um jogador fundamental para o Flamengo e para o Campeonato Brasileiro em si, e é um jogador que, se evoluir como deve, como a gente espera, se tornaria um jogador fundamental para o Olympique também. Donc Leonardo est d'accord, il pense qu'il peut franchir un palier, il pense que Gerson, le moment est venu pour Gerson de se lancer dans une nouvelle aventure européenne et qu'il pourrait devenir un joueur fondamental dans le dispositif de Sampaoli. Sampaoli, justement, vous avez vu qu'il revient régulièrement au cours de l'entretien. Apparemment, Jorge Sampaoli est en train de devenir la véritable pierre angulaire du projet sportif de l'Olympique de Marseille. Raïs n'a cessé de le répéter. Il veut ce joueur, il l'avait sur ses tablettes depuis un bon moment. On a l'impression que véritablement Sampaoli s'inscrit dans le projet et qu'il va devenir le véritable patron du sportif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Quel est votre sentiment là-dessus, Stéphanie? Moi, je suis mitigée parce que je me dis que si, encore une fois, on demande à l'entraîneur de choisir les joueurs, on sait que c'est un entraîneur qui reste pas très très longtemps dans les clubs. On va pas recommencer à nouveau dans 2 ans à reconstruire l'équipe de A à Z parce qu'elle aura été façonnée à son image. Moi, ça m'ennuie un peu, ça. Par contre, qu'il choisisse certains profils par rapport au système de jeu qu'il veut mettre en place, ok.
Mais il ne faut pas que toute l'équipe soit faite à son image, parce que quand il ne sera plus là, ça va être compliqué. Texo? Bah, après, je vais pas dire que je suis un fan de Sampaoli. Moi, j'aime beaucoup ce coach. Et en fait, parce que voilà, je trouve qu'il a l'ADN du club, déjà, premièrement. Et je pense pas que Longoria l'ait choisi par hasard, en fait. Je pense qu'il l'a choisi, c'est qu'il doit s'entendre quelque part au niveau des joueurs à recruter et qu'ils ont à peu près le même projet sportif et que même si un jour Sampaoli s'en va, je pense que Longoria pourra poursuivre encore son activité au niveau du recrutement, en fait. Comme il va suivre toujours les mêmes directives par rapport aux joueurs qu'il voudra. Voilà. Donc après, je peux comprendre aussi comment dire, la peur de Steph, hein, c'est normal. Hein, s'il fait une équipe à son image, puis après, le tourneur qui va arriver, il va pas aimer les joueurs qu'il a recrutés et qui vont recommencer à zéro. Okay. Mais je pense que c'est vraiment une collaboration avec Longoria. C'est ce que je pense. Leonardo, j'ai duas questions pour toi. Eu tenho duas perguntas. Leonardo, o que você acha do Luiz Henrique? E depois eu gostaria de saber, você acompanhou o São Paulo quando ele estava no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão? Qual é a imagem que o técnico argentino deixou lá no Brasil? Alors, j'ai deux questions. Donc, qu'est-ce que tu penses de Luis Enrique et quel est, toi qui as suivi le parcours de Sampaoli quand il était entraîneur au Brésil, quelle image avait-il et quelle image il a laissé dans le championnat brésilien? Leonardo. Vamos lá, então. Primeira pergunta sobre o Luiz Henrique. Viu-se muito pouco dele aqui no Brasil, né? Aqui no Botafogo, o Botafogo não conseguiu segurar ele por muito tempo. Eu fiquei surpreso quando o nome dele apareceu no OM, né? Foi de repente, tinha negociação com o Marcos Paulo, do Fluminense, mas aí acabou sendo ele. Eu acho ele um jogador de excelente potencial, é um jogador que já demonstrou que pode ser importante, tem 5 assistências, todas as saídas do banco, é pouco titular ainda, é um jogador de potencial. Alors, premièrement, concernant Luis Enrique, il a été assez surpris quand même quand l'Olympique de Marseille s'est mis sur le recrutement de ce joueur parce qu'ils l'ont vu finalement très peu jouer. Il était jeune à Botafogo, il a eu peu d'occasions de se mettre en valeur et tout le monde a été surpris quand il a été recruté par l'Olympique de Marseille. Mais il pense que c'est un joueur qui a un bon potentiel, ça peut devenir un excellent joueur et c'est un joueur prometteur qui pourrait rendre de précieux services à l'avenir. E a segunda pergunta? Bom, a segunda pergunta é um pouco mais complexa. São Paulo teve 2 trabalhos diferentes no Brasil, no Santos e no Atlético Mineiro. Mas ele deixou bons legados nos clubes onde ele passou. Foram 2 anos, 1 ano em cada clube, mas ele deixou bons legados, a torcida gostava dele nas 2 ocasiões. O Santos, logo depois que ele saiu, com a base que ele criou, foi campeão da Libertadores. Ele saiu por questões de reforços e desentendimento com a diretoria. E o Atlético Mineiro também. Ele montou um belíssimo time e saiu para o Olympique. Alors, les 2 clubs qu'il a dirigés, Santos et l'Atlético Mineiro, il a laissé une excellente image, il a fait du bon travail, il a laissé derrière un héritage très intéressant pour ses successeurs. Santos a remporté des titres juste après son passage et l'Atlético Mineiro, le championnat depuis n'est pas terminé, n'a pas recommencé évidemment puisqu'on est en décalage avec le Brésil, mais à l'Atlético Mineiro également, il a laissé d'excellents souvenirs et c'est un entraîneur qui finalement était très respecté au Brésil. Alors, Small, tu as lancé un sondage, je crois. Est-ce qu'on peut... Oui, oui, j'ai lancé un sondage pour avoir justement l'avis des gens par rapport au prix de Gerson. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Alors, voilà, c'est ça. Vas-y. C'est ça. Donc, la question, c'est pensez-vous que le prix de Gerson est trop élevé? Donc, oui, non ou sans avis. Donc, voilà, répondez tous et merci à tous d'être là aussi, parce que vous êtes très nombreux ce soir et merci beaucoup. On vous remercie, on remercie tous les gens qui se sub, on remercie les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rester justement connecté à notre chaîne Twitch parce que des surprises, il y en aura dans les prochaines semaines, et des nouvelles rubriques et j'en passe des meilleurs. On est là avec vous.
et pour un bon moment encore. Enfin, je ne parle pas de ce soir. Ce soir, on s'arrêtera à 23h. Mais en tout cas, dans le temps, pour cette saison qui s'annonce, bon, on ne va pas dire encore, on peut dire une saison qui s'annonce excitante au vu des noms qui sortent justement dans ces premiers jours de période de mercato. On peut dire qu'on a retrouvé le goût, les sensations de cet OM très actif sur le marché. Ça aussi, ça vous étonne ou vous pensez que c'est juste des rumeurs comme ça lancées à droite à gauche, le jeu des agents? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphanie, Lexo? Comment je voudrais, alors excusez-moi, je voudrais accueillir également, il y a Boris qui nous a rejoint. Boris, la prochaine, elle est pour toi. La prochaine question, elle est pour toi. Salut tout le monde. Voilà. Et Eric Frosio aussi, à l'instant. Ouais, je découvre au fur et à mesure. Eric, bonsoir. Salut Gilles, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends super bien, Eric. Ça fait trop plaisir de t'entendre. Une voix familière qui me rappelle le sable chaud de Copacabana. Merci de votre invitation. Et puis effectivement, ça me fait très plaisir de t'entendre, Gilles. Et je prends la conversation en cours, mais je vous écoute en tout cas. On va te solliciter, t'inquiète pas, prépare-toi. Oui, donc je disais, tous ces noms qui fleurissent ça et là, en Turquie, en Italie, au Brésil, en Argentine, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer? Suivez mon regard, Lexo, Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut... Moi, je pense... Alors, déjà, Longoria avait, lors de sa conférence de presse il y a quelques semaines, là, avait dit que beaucoup de noms allaient sortir dans la presse et que beaucoup seraient vrais. Je pense qu'il y a réellement... ils s'y sont pris très tôt et je pense qu'il y a certains noms qui sont réellement pistés pour de bon, notamment Almada, Gerson, également le Guendouzi, Adli. Ces joueurs-là, je pense que c'est vrai. Ils sont réellement pistés, à mon sens. Après, tous les noms qui sortent en plus à droite à gauche, j'en suis pas sûre. Mais pour cela, je dirais que c'est vrai parce que ça prend vraiment de l'ampleur et ça revient très souvent. Donc pour moi, c'est vrai et je pense que on est très actif sur le marché ce mercato, bizarrement par rapport à l'année dernière où on jouait la Ligue des Champions et on l'a pas du tout été. Cette année, on va jouer la Ligue Europa l'année prochaine et on est très actif. Donc mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Vous avez vu d'ailleurs Raïs, ce qu'elle dit. Curieux, hein, curieux. C'est curieux, ouais, c'est curieux, mais ça fait plaisir parce que ça met un peu de piment ça va mettre du piment dans l'intersaison. En plus, ce sont apparemment que des rumeurs, des rumeurs, pour le moment, on va appeler ça des rumeurs, sur des achats fermes. Hein. On n'est pas du tout dans le même schéma que la saison dernière où il y avait une recherche surtout de joueurs ou en fin de contrat, libres, ou des prêts avec option d'achat. Tout à fait. Et après Boris. Oui, en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'étonne, c'est le prix déjà, et c'est la manière comment on engage le mercato, quoi. Et moi, je dis les noms qui sortent là en ce moment là, les noms qui sortent, je pense qu'on va les acheter. Moi, je sais ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que voilà. Et là, ce sont seulement des joueurs, comment dire, à venir, des jeunes joueurs. Et il avait dit, Longoria, qu'il allait faire recruter des jeunes joueurs aussi, des joueurs un peu plus expérimentés. Et les joueurs un peu plus expérimentés, ils coûtent un peu plus cher. Donc, on va voir comment ça va se passer. Alors, résultat du sondage, justement. Résultat du sondage, Small, tu nous les donnes? Oui. Alors, il y a 57% des personnes qui pensent que le prix de Gerson est trop cher, 29% qui pensent qu'il n'est pas trop cher et 14% qui sont sans avis. Donc, globalement, comme le chat tout à l'heure disait être d'accord avec Steph, du coup, ça se ressent également dans le sondage. Donc, mais moi, voilà. Par contre, si je peux ajouter quelque chose, je pense que le montant n'est pas forcément trop cher pour le joueur, mais si on a vraiment cette enveloppe, il est trop cher pour notre enveloppe. C'est ça, moi, que je pense. Tout est relatif. On va faire réagir Eric Frosio, mais tout d'abord, je voudrais entendre Boris, parce que je pense qu'Eric, j'ai vu passer un tweet où Eric, justement, n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Pour lui, c'est pas si cher que ça, il va nous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, Boris, de manière générale. Alors, bonsoir Boris, un habitué de Sportnet, partie de la famille. Et qu'est-ce que tu as pensé un peu de cet entretien avec Raïs, et qu'est-ce que tu en retiens de ton côté? Alors bonsoir tout le monde, ça fait super plaisir d'être là avec vous. Franchement, chapeau pour l'interview
Bravo. Très réactif, c'est cool. Et ce que je retiens, c'est que quand tu as posé la question sur depuis combien de temps les négociations ont commencé ou la prise de contact, elle a répondu 2 à 3 semaines. Donc, ce que je retiens surtout, c'est qu'on n'avait aucune garantie déjà de jouer l'Europa League et on montre qu'on est déjà ambitieux ambitieux par rapport à nos moyens. Donc déjà, ça me surprend. Donc, je trouve ça très surprenant qu'on ait ces ambitions-là, ces montants-là. Donc, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et après, est-ce que ça va être une bonne recrue ou pas? Ça, avec la fin de saison qui peut nous le dire. C'est de bonne augure. Alors, Eric Frosio, on le présente rapidement. Eric Frosio, il est correspondant à Rio de Janeiro pour notamment l'équipe Canal+, France Football. Ça fait combien de temps, Eric, que tu es à Rio, correspondant pour tous ces médias? Écoute, ça va faire depuis 2008, 12 ans maintenant, 13 ans même. Ça fait un petit moment. Tu avais remplacé un monument, hein, il me semble que c'était Francis Huertas, c'est ça? On s'était pas vraiment croisés. Moi, j'avais débarqué un peu sans faire exprès, j'ai envie de te dire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à collaborer avec ces médias-là. Et puis, forcément, en étant à Rio, suivre un peu l'actu des clubs comme le Flamengo, même si malheureusement, ça n'intéresse pas trop les médias, les principaux médias français. Mais pour le plaisir, en tout cas, toujours un œil sur l'actualité du Flamengo. C'est le club le plus intéressant à Rio. Et il se trouve que aujourd'hui, les lumières sont un peu braquées sur ce club avec les tentatives de transfert de Gerson. Eric Frosio, toujours bien informé, incontournable Eric Frosio quand on veut avoir des bonnes infos en Amérique du Sud de manière générale et particulièrement au Brésil et à Rio. Eric, toi, tu as vu progresser Gerson après son passage en Italie. Est-ce que tu pensais que réellement il pourrait devenir ce qu'il est en train de devenir, à savoir un des meilleurs milieux de terrain du championnat brésilien? Moi, j'ai d'abord découvert à Fluminense où c'est vrai que j'avais un peu flashé sur lui parce que il était tout jeune, hein, il avait 18 ans, je crois, 17-18 ans, et on le présentait comme une petite pépite, un futur crack, donc je l'avais un peu suivi. Il y avait Fred déjà à l'époque au Fluminense, donc je regardais pas mal ce qui se passait là-bas, et puis il était parti très tôt, malheureusement sans vraiment pouvoir s'affirmer au Fluminense. Il était parti et donc à la Fiorentina puis à la Roma, où j'avais été surpris de voir que il s'en mêlait un peu les pinceaux, que ça marchait pas, il s'imposait pas, et je m'étais dit que c'était un de plus qui allait finir dans les ligues mineures européennes ou revenir un peu tête basse au Brésil. Et j'avoue avoir été surpris de sa progression et de sa montée en puissance là depuis son retour au Brésil et au Flamengo. Je pensais pas qu'il allait devenir un joueur aussi influent et être le moteur à mon avis, en tout cas en 2019, de l'équipe la plus spectaculaire de ces 10 dernières années au Brésil. Le Flamengo de Jorge Jesus, c'était vraiment un spectacle fabuleux que j'avais pas vu depuis le Santos de Neymar 2010, Ganso, Neymar, André, toute la clique. Donc Gerson m'a un peu surpris, je dois dire. Pour rappel, cette année-là, le Flamengo est champion du Brésil et gagne la Copa Libertadores et échoue en finale du Mondial des clubs face à Liverpool, but de Firmino. Mais une saison exceptionnelle du Flamengo, comme on n'en avait plus vu depuis l'époque de Zico, Carlos Moser, Junior, Cerezo, dans les années 80, l'année 81, la fameuse année du 81, 82, exactement. Ouais, 82. Donc c'était vraiment une année historique. Et donc pour toi, c'est 30 millions. Alors on est entre 25, 30, 35, on ne sait pas exactement. Apparemment, ça bloque un peu au niveau des bonus. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va dire on va faire une moyenne de 30 millions d'euros. Pour toi, c'est pas forcément un prix exorbitant. Non. Pour le coup, compte tenu de la qualité du joueur, de son âge, de son potentiel, de sa personnalité,
il faut y aller presque les yeux fermés, franchement, à ce prix-là. Après, je conçois que l'enveloppe de recrutement soit pas très très épaisse, mais j'ai l'impression que vous allez avoir des bonnes surprises quand même, parce que si le club est prêt à mettre 30 millions d'euros sur un seul joueur, c'est que derrière, il y a peut-être des petites batelaines qui traînent. En tout cas, le joueur, il va faire toute la différence en fait. Quand vous mettez un joueur comme ça au milieu de la colonne vertébrale de votre équipe, eh ben, vous avez une équipe de tueurs avec de la personnalité, de la race, comme on dit. Il sait tout faire. Gaucher, mais pied droit, très intensif quand il faut défendre, il sait se projeter, protection de balles extraordinaire, casser les lignes, frappe de loin. C'est un Luis Gustavo 2.0 ou 3.0 qui sait tout mieux faire en fait. Tu nous mets l'eau à la bouche. Ça fait rêver. Ouais, je sais, mais tu en parles au futur, tu n'en parles même pas au conditionnel. Pour toi, alors moi j'ai une question, après je laisse un peu mes invités interagir avec Eric, on va en profiter, il est là avec nous. Pour toi, j'ai perdu ma question. Voilà, donc moi, si je peux me permettre de rebondir, pardon. Vas-y Boris. Par rapport à un Luis Paqueta, comment tu le situerais? Luis Paqueta, il est plus dans l'habileté technique, dans le petit jeu, dans sa capacité à se débrouiller sur un petit périmètre. Lucas Paqueta, dans le cœur du jeu, je sais pas, il a pas une influence, il a pas l'influence que je constate avec Gerson et que j'imagine qu'il pourrait avoir à l'OM par exemple. Pour le coup, c'est vraiment le cœur, c'est le cœur d'une équipe, alors que Paqueta, ce serait plus un élément pas complémentaire, parce qu'il est très important, il est parfois décisif, mais je pense que Gerson, il peut être plus important dans un collectif, en fait. D'accord. Ou peut-être comme un Bruno Guimaraes, quand il était, où il se situe par rapport à Bruno Guimaraes, qui était arrivé du Brésil en direction de Lyon et qui avait fait mouche tout de suite, notamment avec ses performances en Ligue des Champions l'année dernière. Il se situait où dans le championnat brésilien? Il était on le donnait aussi fort Bon, en fait, Bruno Guimarães, il faisait parler de lui à Curitiba, là où il évoluait, à l'Atlético Paranaense. C'était lui aussi un jeune joueur. Oui, à l'époque, c'est un jeune joueur. Il fait une saison et demie de haut niveau où il est assez décisif justement dans les matchs importants. Il gagne la Coupe du Brésil avec l'Atlético Paranaense. Mais voilà, c'est un joueur presque régional, j'ai envie de dire. Évidemment que les observateurs spécialisés, ils suivent Bruno Guimarães, mais c'est pas non plus la star nationale. Gerson, tout le monde le connaît. C'est plus prometteur. Parce que c'est aussi le Flamengo, c'est un club qui est plus médiatique. Exactement médiatisé. Et puis voilà, il a plus de personnalité, il est meilleur, tout simplement, quoi. D'accord. Alors, le Flamengo, juste pour resituer un peu le club, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Flamengo, c'est le club qui revendique la plus grande torcida, la plus grande communauté de supporters au monde. Alors bon, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais en tout cas, c'est le club le plus suivi, le plus aimé du Brésil. Ça, c'est indéniable, hein. Partout où vous vous promenez dans les rues de Rio, même ailleurs dans le nord du pays, vous croiserez toujours quelqu'un avec le maillot de Flamengo. C'est le club le plus populaire, celui également qui subit le plus de pression. Et alors oui, voilà, justement, moi j'ai retrouvé ma question, Eric. Comment réagir? Alors tu es assez d'accord avec Raïs concernant le profil, la description du joueur. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance actuellement? D'abord, je voudrais qu'on fasse un point où en sont les tractations, premièrement, et ensuite le rôle prépondérant dans ces tractations, justement, de la torcida de Flamengo qui fait tout qui met la pression sur ses dirigeants pour pas qu'ils ne le laissent, fuir, partir à l'Olympique de Marseille. Ouais. Alors, un petit point sur les tractations, hein. C'est le statu quo. Apparemment, cette réunion, hier, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Non, en fait, ça n'a pas trop travaillé. C'était son anniversaire. C'était le lendemain de match important en Libertadores qui ne s'est pas très bien passé. Gerson a peut-être disputé son plus mauvais match d'ailleurs depuis qu'il est à Flamengo, peut-être perturbé par tout ça. Donc ça n'a pas trop fait bouger les lignes. Et puis surtout, il y a la proximité d'un match décisif ce samedi soir contre le Fluminense
qui, je pense, a incité tout le monde à laisser, comment dirais-je, laisser refroidir un peu tout ça. Le danger aussi, c'est que si on laisse trop refroidir, d'autres prétendants peuvent venir à la charge, et puis la Torcida, comme tu disais, elle peut se mobiliser, c'est ce qu'elle est en train de faire, avec des hashtags Gerson Fica, Gerson reste avec nous, parce qu'il commence effectivement à avoir peur qu'ils prennent la tangente. Donc c'est ça, c'est un peu là où on en est. On en saura plus à partir de dimanche, donc le lendemain du match contre le Fluminense. Et peut-être que Gerson pourra faire ses adieux après un joli titre contre le Fluminense, championnat Carioca. Je pense qu'il aura bouclé la boucle. Les supporters seront peut-être pas trop déçus, on va dire. furieux, Ouais. et ça pourra passer. C'est comme ça que j'imagine un peu là. Le Flamengo Fluminense, le fameux Fla-Flu, c'est le derby de Rio qui, encore une fois, se jouera malheureusement dans un Maracanã vide, mais c'est le véritable classique du championnat carioca et du championnat brésilien. Alors, on m'annonce une page de pub, et oui, on est obligé de vivre. On m'annonce une petite page de réclame, c'est ça, Small, on envoie la pub, 1 minute, et on se retrouve dans 1 minute. On va continuer à parler de Gerson. On va continuer à débriefer cet entretien de Raiz Simplicio parce qu'elle a lâché quand même quelques petites bombazines par-ci par-là. On va en discuter. Et ben voilà, le groupe vit bien. Boris, Eric, Leonardo, Lexo, Stéphanie, Flavien, on est là. On lance une petite page de pub. On se retrouve dans 1 minute. Tout de suite. À tout de suite. Tu peux le remettre tout de suite. C'est parti. Voilà, on est déjà de retour, 22h05, on est sur SportMed, sur notre live Twitch comme un seul homme, l'émission qui est consacrée à l'Olympique de Marseille, tous les vendredis soirs à 21h. On parle évidemment, ce soir émission spéciale Brésil, on parle évidemment Mercato. Parmi nous, on a la chance d'avoir Eric Frosio, correspondant à Rio de Janeiro pour notamment l'équipe, Canal, France Football. Et quoi encore, Eric C'est les principaux, on va dire. Après, il y a d'autres collaborations ponctuelles. Mais... Eric, moi, je vais faire une petite... allez, on va sortir un peu, juste 30 secondes, un peu du débat OM et Mercato. Ça fait maintenant donc c'est 13 ans que tu es correspondant à Rio. Tu en as vu des matchs, des événements, on le sait, les Olympiades, la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations. Quels sont les événements, les rencontres qui t'ont le plus marqué? Alors, je sais que tu as rencontré Orei, le roi Edson Arantes do Nascimento, donc forcément, ça doit faire partie de tes plus beaux souvenirs. Mais moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu, allez, 1 ou 2 anecdotes sur un match, une ambiance, que tu nous fasses vivre un peu cette ambiance qui règne à Rio, qui est unique au monde. Écoute, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt les débuts quand je débarquais à Rio. C'était encore l'ancien Maracanã, avant les travaux de restructuration pour la Coupe du Monde. Donc c'était un Maracanã authentique, qui sentait l'histoire, quoi. Et en fait, j'avais accès à la tribune de presse. J'y suis allé 1 fois ou 2, mais finalement, je préférais payer mon billet et puis aller en tribune et vraiment me mêler à la foule, dans les tribunes populaires, où là, c'était formidable parce que
avais limite les familles qui venaient et qui mettaient le petit barbecue, qui faisaient cuire les saucisses. Ça chantait, ça dansait. Enfin, c'était des ambiances en plein été, 40 degrés. Ça sent la transpiration, la pisse, la saucisse, et c'est formidable. Il y avait des matchs fous. Parfois, il y a des grosses bousculades. Les flics qui arrivent avec des matraques d'1,50 m et qui bastonnent tout le monde. Voilà, tout ça, ça me renvoie à mes premières années au Brésil, de ces matchs comme je les rêvais un peu, quelque part. Et puis après, je sais pas, il y a eu plein de rencontres avec, pour parler des Marseillais, avec Carlos Moser, adorable, qui est toujours bienveillant et sympa. Avec un très bon papier dans la Provence de Mario Albano, avec le témoignage de Carlos Moser sur Gerson. Je vous invite à aller le lire, c'est très instructif. Excellent. Paulo César Cajou, que je connais bien, que vous connaissez bien aussi à Marseille, qui va pas tarder à arriver. Il se languit à cause de la pandémie d'être bloqué à Rio, mais dans quelques semaines, il va débouler à Marseille. Et il a envie de bosser, enfin, il a envie de faire des trucs avec le club, il a envie de se rapprocher. Alors, figurez-vous, pour ne rien vous cacher, qu'on essaye de l'avoir au téléphone ce soir. Alors, il nous a dit peut-être qu'il allait passer, c'est pas sûr. Vous savez, Paolo, je crois qu'il a maintenant plus de 70 balais, mais il est toujours aussi bon dribbleur. Il est toujours là où on l'attend pas. Donc, allez, c'était la petite surprise qu'on essayait de vous cacher. On va essayer de l'avoir, mais on vous promet rien. En tout cas, si on l'a pas ce soir, il reviendra à un autre moment, il viendra nous parler de son OM, parce que la truculence de Paolo, je crois qu'il n'y a pas, il y en a pas deux comme lui. Ouais, elle est inégalable, et puis il se fera un plaisir. Il adore parler de Marseille. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qu'il pense de Gerson, parce que lui, en fait, il allume tout le monde. Le football d'aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui, c'est tous des nuls, des incompétents et des bidons. Donc, s'il est légèrement positif sur Gerson, ça sera très bon signe. Je peux d'ores et déjà lever le voile. Je peux te dire que malheureusement, non, il est égal à lui-même, et c'est pas. Gerson n'a pas les faveurs de Paulo César, mais ça, il fallait. Et qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche des choses. Écoute, pour lui, il n'aura pas le mental. Alors, ça, c'est une chose, c'est une chose sur laquelle j'aimerais revenir, parce que c'est peut-être une piste. Allez, si on peut mettre un bémol, parce que depuis le début de la soirée, on fait que des éloges sur Gerson. J'ai lu, moi, le témoignage de Carlos Moser dans la Provence, où il disait que c'était peut-être son petit talon d'Achille, qu'il faudrait qu'il soit un peu plus régulier et qu'il montre un peu plus de grinta sur le terrain. Voilà, parce que le championnat européen, forcément, par rapport au championnat brésilien, l'intensité n'est pas la même, etc. Est-ce que là-dessus, Eric, tu es d'accord ou pas? Le mental, je pense qu'il l'a, parce que franchement, pour s'imposer au Flamengo avec la folie de ces dernières années, là, faut vraiment être costaud, et faut être un champion. Après, effectivement, il va falloir qu'il s'impose en Europe, ce qu'il n'a pas réussi à faire la première fois. Et je sais pas, quand j'ai parlé à son père, qui est aussi son agent là en début de semaine, il m'a dit nous, si on retourne en Europe, c'est pour montrer encore plus qu'ici. Donc ça veut dire, sous-entendu, on est prêt à ce coup-ci montrer de quoi il est capable, en fait. Donc ça veut dire je pense qu'il se sent prêt. Il a 24 ans maintenant, il a plus de 18 ans. Il est sans doute prêt à s'imposer. Et alors peut-être effectivement faire des efforts pour être un peu plus régulier, c'est possible aussi. Mais moi, je pense qu'en s'imposant comme il l'a fait au Flamengo, s'imposer à Marseille, c'est pas simple, c'est sûr. Mais si l'équipe tourne à peu près correctement, il n'aura pas de problème, et il va séduire les supporters sans aucun problème. Alors moi, vas-y, termine. Non, c'est moi, j'allais dire, puis après, tout simplement, aussi, ça dépendra aussi des joueurs qu'il aura autour de lui pour permettre de s'acclimater et de se fondre dans un collectif. Tout ne repose pas non plus que sur un joueur, et je pense que ça peut aider aussi à son adaptation. Et puis avec un entraîneur qui connaît bien le championnat brésilien et qui connaît bien certainement le joueur, pourra permettre de le mettre dans les meilleures dispositions. Un petit tour par le chat, on va prendre un peu la température avec Small, et une petite question de ton côté, Small, et ensuite on enchaîne. Oui.
Oui, c'était par rapport à Gerson, savoir s'il avait l'âme d'un leader ou pas. Si c'était quelqu'un qui était capable de un peu d'haranguer ses coéquipiers, d'être un peu le Boyeur. porteur d'eux, le lanceur de tout ça. Oui, on le voit régulièrement, mais c'est pas non plus le plus influent, je pense. Je pense qu'au Flamengo, c'est plutôt Diego qui a ce rôle-là. Gerson serait peut-être un peu plus en retrait compte tenu de son âge aussi. On parle d'un équipier, Diego, il doit avoir 33, 34 maintenant. Donc, je pense pas que ça soit son truc non plus. Un peu moins que Luis Gustavo. Voilà, j'allais dire, il va pas nous faire du Luis Gustavo tout de suite. Ok. Alors moi j'ai une petite question pour Eric, ensuite je vous le laisse volontiers mes invités, d'accord? Après vous allez un peu le cuisiner. J'ai juste une petite question qui est revenue tout à l'heure dans le chat concernant Raïs. Nous on en a parlé un peu en off, moi je t'avais un peu demandé, voilà, je la connaissais pas donc pour savoir quel était un peu son profil. Tu m'en as dit que du bien, apparemment c'est quelqu'un qui travaille sérieusement. Est-ce que tu peux nous tirer un peu son portrait succinctement, quoi? Écoute, je la connais pas très bien, mais ouais, c'est une très bonne journaliste qui fait bien son taf, qui suit l'actualité du Flamengo au quotidien, qui est bien informée aussi sur le marché des transferts. Et puis voilà, après, personne n'est à l'abri d'erreurs non plus. Elle disait que l'agent de Gerson, c'était le père de Neymar, mais en fait, c'est pas vrai. Ils se sont rapprochés à une époque. Le père de Neymar et Gerson, mais ils ont jamais collaboré. Il n'est jamais devenu agent de Gerson. Ils se parlent, on va dire qu'ils sont amis, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de relation professionnelle et il n'y en a jamais eu entre Gerson père et Neymar père. Mais sinon, pour le reste, Raïssa, elle est très compétente et elle a des très bonnes infos sur Flamengo, c'est sûr. Voilà. Pas du genre à balancer des saucisses comme ça. Non, pas du tout. Pour récupérer des abonnés, c'est ça? Non, parce pas qu'on du nous a un tout. peu reproché d'être, on nous a un peu reproché parce que comme on est allé, on l'a rapidement sollicité pour une entrevue de collaborer peut-être à sa volonté de fame, on va dire, sur les réseaux sociaux. Bon, nous, on l'a trouvé en tout cas très pointu, très compétente dans son analyse et on trouvait que c'était intéressant d'avoir son avis. Outre les petites infos qu'elle nous a lâchées, on trouvait que c'était intéressant d'avoir son avis sur le joueur et sur les négociations qui sont en cours. Lexo, Stéphanie, question pour Eric? Moi, sur Gerson, je pense qu'on a eu suffisamment. Enfin, j'ai pas d'autres questions sur ce joueur-là. Je pense que si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si Sampaoli en a fait une de ses priorités, c'est qu'il doit, à mon avis, avoir le mental, les qualités pour s'imposer à Marseille. Enfin, je l'espère. Donc, je suis assez rassurée, finalement. Lexo? Moi, j'aurais juste une petite question pour Eric, c'est est-ce que Gerson a la mentalité d'un leader, pas d'un leader en fait dans le vestiaire où il motive les joueurs, non, un leader en fait, un leader technique en fait sur le terrain. Leader technique, oui, sans aucun doute. Hein. Comme je le disais, il est vraiment il est dans le cœur du jeu et quand il est dans un bon jour, pas comme lors du dernier match de Libertadores qui lui arrive rarement. Quand il est dans un beau jour, c'est lui qui aimante les ballons, c'est lui qui impulse le repli défensif, c'est lui qui se projette. Donc pour le coup, c'est vraiment un leader technique, quoi. Donc Gerson en forme et dominant, c'est un énorme soulagement pour tout le reste de l'équipe. Hein. Leonardo, tudo bem, Leonardo? Tudo bem, tudo ótimo. Aproveitando. Bom, é bom de falar do OM, né? É mais complicado para você falar do OM no Rio. Muito mais. Do que aqui. Disait à Leonardo qu'il apprécie d'être avec nous, de parler de son Olympique de Marseille. Alors Leonardo, c'est un pur carioca. Il est supporter de l'OM depuis de nombreuses années et c'est un peu plus difficile pour lui d'avoir, bon, évidemment, hormis les réseaux sociaux, d'avoir des discussões sur l'Olympique de Marseille en présentiel. Leonardo, você tem uma pergunta para o Eric? Na verdade, eu acho que a Stephanie já fez a pergunta, né? ou não. Não mais sobre o Gerson, porque acho que isso a gente já teve bastante
conversa sobre, né? Já envolvemos bem esse assunto. Mas talvez para além do Gerson, existe outros jogadores na mesma posição, porque hoje o São Paulo ele disse que na coletiva ele disse que havia dado uma lista de 4 jogadores para cada posição, mais ou menos. E eu queria saber se é a prioridade absoluta, a única, ou se existem esses outros jogadores. Alors Eric, attention, il n'est pas spécialisé dans le mercato de l'Olympique de Marseille. Léonard nous demandait si, alors apparemment, Sampaoli a fait une liste de 4 joueurs à recruter en priorité. Il voudrait savoir si parmi cette liste-là, il y aurait quelques rumeurs solides qui pourraient un peu se détacher du peloton on va dire des rumeurs de ce mercato. Alors il y a évidemment Almeida, Almeida argentin de Vélez Sarsfield. Toi, Eric, tu le suis également, tu suis le championnat argentin. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir évoluer? Écoute, pas vraiment. Non, Almeida, on en dit du bien, mais je l'ai pas vraiment vu jouer. Je peux pas vous le décrire précisément, quoi. Boris? Moi, j'aurais plus une question, Eric, c'est concernant l'agent de Tudi de Mello qui a été mandaté par l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il est influent dans ce genre de tractation? Il a été mandaté par Longoria ou enfin, est-ce qu'il connaît en tant qu'agent? Écoute, en fait, il commence sa carrière quelque part, mais il a déjà travaillé avec le Flamengo parce qu'il a fait Toulouse. C'est un défenseur qui va rejoindre Montpellier. C'est déjà signé, c'est déjà acté. Donc il a pu entretenir des bonnes relations avec les dirigeants du Flamengo. Et après, tu me demandais, oui, donc c'est Longoria qui l'a mandaté pour faire le boulot. Il est en duo avec Pascal Carbon, qui est pour le coup un agent français estampillé FFF, qui connaît bien aussi le marché brésilien, qui est avec lui depuis le début des négos, qui participe aux négociations. Il parle portugais et ils sont tous les deux, donc un agent CBF, un agent FFF, pour représenter l'Olympique de Marseille. Bon, ça prouve franchement, pour l'instant, ils travaillent bien. Oui, ça prouve que Pablo Longoria a un bon petit réseau, même en Amérique du Sud, notamment au Brésil, pour mener ce genre de tractation. Exactement, et puis il a pu s'appuyer aussi sur le travail du scout de l'OM, Paolo Gemali, qui est un ancien joueur. Je l'ai eu au téléphone aussi. Il m'a dit qu'il avait fait plus de 2000 rapports de joueurs sud-américains, pas que brésiliens, depuis sa collaboration avec l'époque Zubizarreta. Donc Marseille est en train de tisser un bon petit réseau. Il est assez aussi convaincu de l'apport que pourrait avoir Gerson à l'OM. Il connaît évidemment bien le joueur, il connaît évidemment bien l'OM, donc ça c'est des infos et des données importantes. C'est-à-dire que c'est pas un délire de Sampaoli ou voilà, c'est un truc qui a été bien construit, validé par le scout, par le coach, par le directeur sportif, et tout ça devrait peut-être aboutir sur quelque chose de concret. En tout cas, c'est bien parti, quoi. Alors, je réponds vite à une question que je vois passer là dans le chat. Non, Carlos Moser n'est plus le directeur sportif de Flamengo depuis 2018, il me semble, Eric, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. À peu près 2018. Moi, j'ai une question, Eric. On parle également d'un autre joueur brésilien qui serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Gustavo Oliveira du Sport Recife. Est-ce que tu l'as déjà vu jouer? Tu peux nous en dire un peu de mots? Apparemment, le montant serait fixé entre 4 et 5 millions d'euros. Pablo Longoria se serait déjà rapproché de l'entourage du joueur. D'ailleurs, apparemment, les agents qui s'occupent de Gerson, certains de ces agents s'occuperaient également de Gustavo Oliveira. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce joueur? On parle de Gustavo, le milieu de terrain, le jeune milieu de terrain de 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, de 18 ans. Et on m'a dit également que Monaco serait sur le coup. Voilà. Ok. Écoute, non, je le connais pas bien. Je suis en train de regarder vite fait. Là, il a 13 matchs avec Sport. C'est plus un pari pour l'avenir. Hein. On serait plus dans là, pour le coup, on est sur un profil.
exactement, sur un profil de Luis Enrique. Ou, ou est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut, en gros, tu prends Gerson, mais tu me prends le petit aussi. Est-ce que ça serait pas un peu ce jeu d'arrangement un petit peu Ça, je peux pas vous dire. Après, faut voir aussi les places extra-communautaires. C'est ça aussi. Pas se mettre dans le rouge là-dessus, mais ça, je sais pas vous dire, non. Ouais, beaucoup de fantasmes autour du mercato. Après, pour tirer le bon grain de livret, le vrai c'est du compliqué. faux, c'est compliqué. Et il n'y a pas que dans le mercato OM où c'est compliqué, où il est difficile d'avoir des infos solides. On est obligé d'en parler un petit peu. Alors, on n'a pas voulu évidemment teaser là-dessus parce qu'après, on va penser qu'on veut faire notre beurre là-dessus, mais on est obligé d'en parler parce que dans l'entretien avec Raïs, elle évoque ouvertement la possibilité d'un rachat de l'Olympique de Marseille. Alors, Eric nous dit clairement que Raïs, c'est pas du genre, c'est pas la journaliste qui est plutôt du genre à faire du sensationnalisme pour rien. Elle avait l'air de nous dire qu'elle avait de véritables informations, qu'elle parlait avec des gens introduits dans bon, pas directement dans le dossier, mais en tout cas dans l'entourage de l'Olympique de Marseille. Comment vous avez perçu ce petit passage-là et ces quelques phrases, son comportement parfois un peu mystérieux? Est-ce que pour vous c'est une pièce de plus au dossier ou juste une rumeur de plus? Comment vous avez perçu ce passage-là? Et ensuite, j'aimerais que Eric nous parle un peu de justement comment lui, de l'extérieur, est-ce qu'il entend parler de ce fameux hashtag VentoM? Est-ce qu'il a des infos, hein, pourquoi pas? Voilà. Stéphanie, qu'est-ce que ça te Ben, je dirais une personne de plus. Une personne de plus qui évoque cette possibilité. On ne sait pas si ça aura lieu ou pas lieu. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de bruit à ce sujet-là et un peu partout. Maintenant, moi, je reviens sur l'histoire de l'enveloppe. Je trouve très bizarre qu'on d'un seul coup on ait de l'argent comme ça. Maintenant, j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose, même si c'est l'entrée d'un actionnaire, pas forcément une vente complète, mais ça peut être l'entrée d'un actionnaire et ça pourrait être que bénéfique pour notre club, pour qu'il puisse grandir et puis enfin redevenir ce qu'il doit être. Donc moi, je l'espère fortement. Je ne sais pas s'il y aura une vente ou s'il n'y aura pas de vente, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'espère fortement et beaucoup de choses se passent qui pourraient nous faire croire que c'est une chose qui peut arriver. Boris, la réflexion de Raïsa, son analyse, ces infos entre guillemets, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Tu l'as pris au sérieux ou Après, je connais pas la personne. Après, voilà, quand elle dit qu'elle parle avec des gens qui sont bien implantés au sein de l'Olympique de Marseille, c'est sûr que ça met un peu la puce à l'oreille. Après, il y a le montant du transfert donc qui corrobore un peu. Donc, ouais, ça émet une réflexion. Je pense pas qu'elle dise ça pour faire plaisir parce que c'est quelqu'un de neutre que tu t'engages sur le sujet et elle répond, je pense, très sincèrement avec ses infos à elle. Donc, je trouve ça très intéressant et on sait que beaucoup d'infos viennent souvent de l'étranger concernant l'actualité en France. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Est-ce que le hashtag VentoM a traversé l'Atlantique et est venu jusque sur les bords de Copacabana? Est-ce que tu en entends parler ou parce que c'est vrai, hein, nous on est dedans parce que on est forcément on baigne dans la marmite, mais est-ce que de ton côté, voilà, c'est quelque chose que tu regardes comme ça de loin ou est-ce que tu as déjà eu des petites infos? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah écoute, non, moi je suis ce que disent surtout les médias français à ce sujet. Ici, je vous cache pas qu'on s'intéresse pas vraiment à l'avenir de l'Olympique de Marseille et à un éventuel rachat. Après, j'imagine que Raïssa, elle a eu ses infos par l'intermédiaire d'un agent qui lui a fait part d'éventuellement d'enveloppes conséquentes qui seraient liées à un nouveau propriétaire. Je sais pas, j'avoue que c'est assez mystérieux. Assez étonnant d'ailleurs
Et mouille-toi un peu, Eric. Eric, il est loin, c'est vrai, parce que on est dans notre délire, hein, on va dire les choses, on est dans notre délire, nous on est à fond, ça fait maintenant plus de 6 mois maintenant pour certains qu'on court après ce hashtag et qu'on attend avec impatience qu'il se passe quelque chose. Alors en l'occurrence, il se passe des choses. Il se passe des choses actuellement, je ne parle pas de... Mais ça bouge par rapport aux années précédentes. Encore une fois, on en revient au mercato, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, j'aimerais poser une question à Eric qui va être un peu plus précise. Alors, ça n'a rien à voir avec est-ce que tu as des infos ou pas des infos. Est-ce que tu as suivi, notamment au mois de février, il y a eu cette hype-là, il y a eu cet embrasement avec notamment la vidéo de Thibaut Vézirian, qui travaille à l'équipe TV, et cette sortie médiatique également de Mathias Manteghetti. Est-ce que tu as suivi ça? Ouais, j'ai vu ça un peu comme tout le monde sur les réseaux. On sait des bombes atomiques et puis ça a vraiment fait pchit, ça, pour le coup. Et ça incite quand même à la prudence parce que sur ces sorties-là, je trouve que ça décrédibilise quand même pas mal le travail de ces gens-là, mais en même temps, s'ils se sont aventurés à énoncer des informations aussi catégoriques, c'est qu'il y avait soit du contenu, soit ils sont tombés dans un piège ou dans une sorte de traquenard, quoi. Je sais pas. J'ai suivi ça de loin. Ça m'a à la fois amusé, à la fois interpellé. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Toi qui bosse, qui pige, notamment pour Canal+, si demain tu dois faire un direct, je sais pas, moi, pour annoncer un scoop à Rio, comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer un peu pour nos auditeurs comment ça se passe? Est-ce que tu présentes le sujet? Est-ce que tu es libre ou est-ce que ton supérieur va vouloir orienter? Écoute, je suis qu'un maillon de la chaîne, donc pour te donner un exemple précis sur le dossier Gerson, moi j'avais des infos depuis un petit moment déjà. J'ai sollicité les chefs du foot à l'équipe en disant voilà, il se passe des trucs autour de Gerson, etc., etc. Et en gros, on m'a dit de temporiser parce que les suiveurs de l'OM trouvaient que c'était des chiffres un peu délirants et que c'était pas très crédible en fait. Donc on m'a gentiment dit d'attendre, non pas mon tour, mais on m'a gentiment dit d'attendre. Et puis voilà, 2 jours après, ça s'est quand même précisé. J'avais des infos plus précises et puis on a fini par faire un petit quelque chose. Mais en gros, on bénéficie pas toujours de la confiance des supérieurs. C'est comme ça. C'est ce qui nous étonne. Nous, quand on a vu Mathias Manteghetti faire ce direct devant la commanderie, annoncer avec force détail la vente imminente de l'Olympique de Marseille, on s'est dit comment un JRI, un journaliste correspondant à Marseille, envoyé spécial à Marseille, peut-il avoir le loisir, la liberté et la responsabilité d'annoncer de telles choses importantes sans l'aval de ses supérieurs? C'est ça qui est complètement ubuesque et surréaliste, notamment à crédibiliser cette vente OM. J'avoue que je ne savais pas qu'il y avait un duplex, etc. Mais oui, tu iras voir, ça circule encore sur Internet, c'était complètement surréaliste. Oh, il y avait une émission spéciale qui était prévue le soir sur... Oh la vache. Eric Bénard qui avait retweeté, qui avait présenté l'émission qui était, je crois, Late Football Club à 22h30, qui avait parlé de la vente de l'Olympique de Marseille, et tout à coup, tout a disparu, tout a été déprogrammé comme par enchantement. Voilà, c'est ce qui a notamment contribué, évidemment, à alimenter le feuilleton hashtag vente OM au mois de février. Mais comme ça, au moins, tu vois, tu apprends des choses. Merci pour les infos, en tout cas. Mais soyez patients. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va sans doute intervenir un jour ou l'autre, cette histoire. Mais en tout cas, depuis le Brésil, je sais pas. Voilà, tout ça est un peu loin pour toi. Eric, on va te libérer. Non, sans te remercier du fond du cœur, parce que c'était vraiment très très sympa de venir nous rendre visite, de parler de tout ce que tu
avais à nous dire sur Gerson, sur Rio, sur le Brésil et puis un peu sur l'OM aussi, même si je sais que c'est pas ton club de cœur, mais tu as très bien joué le jeu. Tu as très bien joué le jeu. Non, franchement, j'ai beaucoup d'affection pour ce club et j'en aurais encore plus si Gerson, qui est mon chouchou ici, venait à signer. Donc, on pourra en reparler sans aucun problème. Merci de votre invitation et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Bonne Bonne soirée, soirée. c'était très intéressant. Merci, Eric, c'est gentil. Eric. Merci beaucoup. Ciao. Allez, bonne soirée, Eric. Merci. Ciao. Annonce-nous la signature bientôt. Hein. Alors, en parlant de signature, petite mise à jour. J'ai bugué. On va en reparler sans aucun problème. Merci de votre invitation. Par effraction, on va dire. Ah, on m'entend plus? Si, c'est bon. Ah, voilà. Je t'entends. Selon Raïs, qui est notre journaliste fétiche désormais, qui est rentré, je disais, dans le cœur des Marseillais par effraction mardi dernier, selon les derniers échos, donc la réunion hier, on ne peut pas dire qu'elle s'est mal passée, mais en tout cas, il y a eu un véritable blocage des deux côtés. Les deux parties sont restées sur leur position. La proposition de l'Olympique de Marseille pour les dirigeants de Flamengo est insuffisante. Il s'agit de 25 millions d'euros de cette proposition ferme, plus les bonus, on ne dépasserait pas les 30 millions. Et les dirigeants de Flamengo en attendaient plutôt 35 millions, avec les variables en attendaient plutôt 35 millions. Voilà, pour le moment, c'est statu quo. Comme l'a dit Eric, il y a un match importantissime pour Flamengo samedi, la finale du championnat Carioca contre Fluminense. Donc, ils vont mettre ça entre parenthèses et ils vont se retrouver lors d'une réunion décisive dimanche 23. Et sans doute que là, on en saura un peu plus. Et encore une fois, une partie de poker, un jeu d'intox, l'entourage de Gerson qui fait pression sur les dirigeants de Flamengo pour qu'ils acceptent l'offre, les dirigeants de Flamengo qui restent fermes, les dirigeants marseillais qui ne veulent pas, pour le moment, officiellement aller au-delà. Bon, ça peut se conclure par un compromis, espérons que toutes les parties s'accordent. En tout cas, ce que dit Raïs dans son papier ce soir dans Gol Brasil, c'est que le staff, l'entourage de Gerson a dit aux dirigeants, alors dans ce cas-là, si vous refusez le transfert, alors on va renégocier le contrat. Voilà. Et comme les dirigeants de Flamengo ne sont pas en position de pouvoir augmenter, renégocier le contrat, évidemment, voilà, il y a un jeu comme ça à trois bandes qui s'est mis en place et chacun campe un peu sur ses positions pour le moment, mais rien d'inquiétant. Voilà, tant que la fin de la partie n'est pas sifflée, en tout cas, tous les espoirs sont permis et on espère que les choses vont se dénouer ce dimanche et que Gerson va pouvoir devenir olympien très rapidement. Voilà. Small, on fait un petit tour par le chat. Oui, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, il va être bientôt temps de passer à la FAQ. Oui, tout à fait. Dans 10 je vais essayer. Je vous laisse un peu l'antenne là et je vais essayer d'appeler Paulo César, on ne sait jamais. Très bien. Allez, Small, fais-nous vivre le chat. Oui, alors le chat, du coup, il trouve Flamengo très très gourmand par rapport à leur demande justement sur le prix et notamment aussi le pourcentage à la revente. Donc voilà, donc il y a beaucoup de scepticisme sur ça. Ils vont finir par couper la poire en deux, puis ça va être un coup de 30 au lieu de 35, et puis je vois bien un truc comme ça. Oui, en tout cas, après, le pourcentage à la revente, en effet, 20%, ça me paraît beaucoup quand même. C'est qu'ils ont vraiment, ils savent que vraiment il va percer et qu'il va vraiment devenir cher. Ils espèrent en tout cas. Oui, c'est clair. Oui, qu'il soit bankable à l'avenir et qu'il puisse pas partir dans un top 4 européen, mais c'est intéressant ces négociations, de suivre ces négociations de près. C'est très intéressant d'avoir plusieurs retours sur le dossier. Donc, puis tu dois avoir multiples clauses à l'intérieur qu'on peut même pas imaginer, je pense. Plus c'est ça. Et puis en plus, je pense aussi que, c'est même pas je pense, c'était une info que la clause à la revente, le pourcentage à la revente était le point hyper important pour Flamengo justement.
Et que Ouais, c'est pour bah ça oui. qu'ils voulaient Ils ont absolument besoin le d'argent. mettre le plus élevé. C'est ça. Et qu'ils Il y a pensent qu'il y aura une Momo qui énorme nous a rejoint, le Tigre. Le Momo, tigre. Bonsoir à Bonsoir Momo. tous. Momo, comment ça va? Momo, tiens, est-ce que Salut tu aurais pas Momo. quelques petites infos mercato de derrière les fagots là, à Mm. nous poser sur la table? Moi, j'ai vu passer, hein, on est dans la régie, on discute, on chat en même temps. J'ai vu passer quelques noms. Alors moi, je vais vous laisser la responsabilité, les gars, parce que après, voilà, hein, j'ai envie de passer un week-end tranquille, hein, ok? Allez, Bah, Momo, lâche-toi. Je sais que tu as quelques infos. selon Gilles, D'après les infos non, de Gilles. non, d'après nos infos, notamment de moi et de Ed, la piste d'Éric Poulgar, le joueur de la Fiorentina, est étudiée de très très près du bord de l'Olympique de Marseille. Donc, voilà. Ah, alors, vous pouvez nous en dire un Tu peu peux plus? dire plus sur Tu peux nous en parler un peu de ce joueur-là? Allez, Momo, Ouais. vas-y. Lâche. Je en parle Momo. un peu. C'est un milieu défensif. C'est vrai, c'est un vrai, on va dire un vrai 6. Très 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 technique. Si je devais donner un comparatif de ce joueur-là, c'est dans la ressemblance de jeu, il ressemble beaucoup à Brozovic de l'Inter. Si vous voyez le prototype de joueur, c'est un joueur très très intelligent qui a une technique pour un joueur de ce niveau-là qui est en plus très grand en taille. Et l'OM, et notamment Sampaoli, vise ce joueur. Il est dans leur liste. Après, Mais du coup, est-ce que ça va se ouais. faire ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais du coup, Momo, tu penses que ce sont des plans B? C'est parce qu'on a beaucoup de milieux dans tout ce qu'on entend là dernièrement. Ouais, mais c'est Poulgar, je pense, c'est dans l'hypothèse en cas de départ de Camara. D'accord. On voit qu'on est encore sur du joueur plutôt sud-américain. Mm. Donc on sent que Sampaoli a envie la patte Sampaoli Et voilà, on voit que Sampaoli a envie de s'entourer de joueurs d'Amérique latine. Et au vu des difficultés financières de la Fiorentina qui cherche à vendre des joueurs, mais qui est également le propriétaire qui cherche à vendre le club, je pense qu'il y a une ouverture pour ce joueur. Après, il y a d'autres noms qui sortent, hein, comme Guendouzi. Ouais. Oui. Donc voilà. En tout cas, il est dans la liste du bord marseillais. Mais c'est pas étrange que Camara soit remplacé numériquement par un milieu alors qu'il occupait aussi l'axe de la défense centrale et qu'en plus de ça, on sait que Douillet va probablement partir. Donc on n'est pas en énorme manque en défense centrale pour l'instant. Peut-être qu'il y a d'autres pistes. Peut-être que les centrale, pistes milieu là pour l'instant. Peut-être qu'ils commencent par les milieux et puis après ils font les autres postes. Mais là, je pense que là, on est plus concentré sur les milieux de terrain. Et après, on se concentrera sur les autres postes. Non, mais il faut savoir que le poste de 6, c'est la priorité de Sampaoli. Alors, j'ai un petit message là de Eddy dans la régie. On salue d'ailleurs Eddy et Bruno Angelica qui sont à RTT ce soir. Profitez bien, les gars. Eddy, tu mets pas, tu n'es pas complètement off, je vois. Tu devrais profiter parce qu'à partir de la semaine prochaine, attention, hein, tu n'as plus de vacances jusqu'à 2023, je crois. C'est Momo qui tient les comptes, c'est Momo la RH. Je vais leur taper sur les doigts. Ouais, c'est ça. Et on salue Bruno également, on lui fait une grosse bise, FX, enfin, toute l'équipe qui sont dans l'ombre. Gerson, alors Eddy me dit Gerson, c'est un apport supplémentaire, c'est pas pour remplacer Poulgar. J'ai pas trop compris là. Oui, je pense en fait, c'est pas un plan B Poulgar. Je pense. Oui, d'accord. Okay. Plus Poulgar en 6. Ce serait les deux. J'ai compris. Et un 8 en plus en relayeur. Gerson, je pense que c'est ça qu'il voulait dire Eddy, que ce sont deux profils différents et ce n'est pas un plan B en cas d'échec des négociations. Mais si tu fais venir par contre deux milieux de terrain, ça veut dire qu'il va y avoir du départ. Hein. Peut-être pas que Camara. Ouais. Leonardo, nostro carioca d'oggi, Leonardo, notre carioca du jour. Leonardo, che você sta esperando desse mercado? Leonardo, qu'est-ce que tu attends, toi, de ce mercato? Bom, eu como todo torcedor do Marseille, a gente não esperava muito, né? Visto os últimos anos, a gestão errou. Mas, enfim, a partir de janeiro, né, com o Longoria assumindo o clube, já se sabia que ia acontecer muita coisa, porque tem muitos jogadores em fim de contrato, muitos jogadores voltando de empréstimo. Então já se sabia que ia acontecer uma reformulação, principalmente depois que chegou o Sampaoli.
E eu esperava que houvesse uma reformulação, mas eu não esperava que por exemplo, o Marcelo fosse colocar 30 milhões em um jogador só. A última vez que eu vi a gente fazendo isso foi com o Strootman, por exemplo, há muitos anos atrás, num contexto completamente diferente. Então eu estou surpreso Você não e deve ansioso. ficar com surpresa com esse valor, hein? Você fica com surpresa. Alors, il nous dit comme tout le monde, hein, avec la gestion Héros, on a mangé notre pain noir. Et maintenant, on en attend beaucoup. Forcément, Longoria a redonné un coup de fouet, un nouveau souffle sur le club, et notamment avec l'arrivée de Sampaoli. Voilà, on a beaucoup de joueurs en fin de contrat, beaucoup de joueurs en prêt. Alors, on attend évidemment que l'effectif se renforce, mais il n'en démord pas. Il reste très, très surpris par ce prix offert par l'Olympique de Marseille pour Gerson de 30 millions d'euros. Et pour lui, c'est vraiment le point. Enfin, c'est le véritable nœud principal qu'il a au cerveau, hein, Leonardo. Para você, é uma coisa muito curiosa, né? Esse valor dessa oferta. Leonardo. Sim. Como eu disse, a última vez que a gente tinha feito algo tão grande tinha sido com o Strootman, que chegou perto dos 28, né? Com os bônus, 28 milhões. O próprio Payet, que foi 25, isso no início, né, do novo projeto do McCall e tudo mais. Então, sim, fiquei bastante surpreso, e principalmente por um jogador que não é muito conhecido na Europa, né? Para mim, principalmente aqui, é bastante conhecido, né? Qualidade e tudo mais, mas para os próprios marceleses, né? Para a torcida em geral, não é muito conhecido. Então, fiquei muito surpreso. Leonardo, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, effectivement, il est très surpris de cette proposition de 30 millions d'euros. La dernière fois qu'on a mis autant d'argent, bon, c'était tout d'abord pour l'arrivée de Payet, on était autour de 29 millions d'euros en 2016. Ensuite, Strootman, mais c'était des joueurs quand même qui étaient connus en Europe. Lui, ce qui le surprend, alors c'est pas la qualité du joueur, encore une fois, parce qu'il le connaît, il sait que c'est un bon joueur, c'est que c'est un joueur qui n'a pas fait ses preuves en Europe. Et c'est un joueur qui n'est pas connu en Europe. Donc, que l'Olympique de Marseille fasse une offre, alors même si elle n'a pas été acceptée, mais quand même 25 millions d'euros plus les bonus, on est autour de 30, aussi élevé, ça reste pour lui vraiment quelque chose d'assez étrange. Voilà, hein, c'est un peu ce qu'on retiendra quand même. Hein, oui, pour nous aussi, hein. C'est la question qu'on se pose. Oui, allez, Boris, et ensuite on va passer à la Juste, excuse-moi Boris, avant de te couper, notre ami Ed qui nous écoute vient de nous donner une petite information concernant Lucien Goumet qui joue à l'Inter. L'OM apparemment est dessus également et aurait accéléré le dossier pour le mercato. Alors, juste, je crois qu'on a une petite question, il m'a relayé une petite question du chat. Voilà, Geoff TV Show voudrait savoir d'où vient la passion de l'OM pour Leonardo. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, on va réparer cette erreur. Uma pergunta para você, Leonardo. É muito estranho, você carioca, você tá vivendo numa cidade, Rio de Janeiro, tem muito estímulo, muito bom. Como que você se tornou torcedor da Olympique de Marseille? Pode nos contar um pouco dessa história também muito curiosa, né? Alors voilà, la question c'est comment ça se fait, toi, tu vis à Rio, tu es dans une ville qui respire le foot avec des équipes très, très fameuses, comme on en a parlé tout à l'heure, Botafogo, Flamengo, Vasco et Fluminense. Comment tu es tombé dans cette marmite OM? Explique-nous un peu. Você já me conhece, né? A gente já se conhece. Eu te conheço. Pois é, enfim. Mas, enfim, eu era muito pequeno ainda, já faz 10 anos que eu acompanho o Olympique de Marseille, na verdade vai fazer 9 anos esse ano. Eu descobri o clube, assim, como qualquer menino, né? Jogando mesmo, vendo futebol, jogando videogame. E aí eu comecei a me apegar pelo clube, comecei a pesquisar a história. E aí eu fui atrás de stream, né? Porque na época não tinha, a Ligue 1 não passava aqui no Brasil, não tinha transmissão. Eu fui atrás de stream, comecei a pesquisar a história, comecei a me apaixonar pelo clube, aí eu criei o nosso fã-clube, né? E tô aí desde então já há 9 anos, com o fã-clube no Facebook, no Twitter, enfim, tô aí nessa jornada já tem um tempo. Tem um jogo particularmente, você lembra de um jogo que te ajudou a se tornar um torcedor de Olympique? Est-ce qu'il y a un match particulièrement, un événement qui t'a fait basculer du côté obscur de la Team OM, on va dire? Na verdade, eu acho que tem
o Marcelo Ajaccio, que eu lembro de um gol que o Dinhá fez em cima do Ochoa, que foi maravilhoso, e aí foi o dia que eu deslanchei. Un gol de quem? Do Dinhá. Gignac, ok. Alors oui, alors Leonardo, ça fait à peu près 10 ans qu'il est devenu supporter de l'OM. Bon, c'est un supporter, c'est un fan de foot, et puis il a commencé à s'intéresser un peu au foot européen. Il est tombé sur Internet, sur l'histoire de l'OM. Il a commencé à se renseigner. Il a commencé à streamer, à regarder des matchs, et il a créé il y a 9 ans ce compte, la OM Fan Club. Hein. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner. C'est très intéressant d'avoir c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui vit à l'étranger sur notre club. Donc c'est OM Brasil, hein, @OM Brasil sur Twitter. Et il y a 9 ans, il a créé ce compte Twitter. Il suit, il tweet, il fait des live tweets de toutes les rencontres. Et il se rappelle d'un match particulièrement qu'il a marqué, un OM Ajaccio, avec un but fabuleux de Gignac. Et à partir de ce moment-là, il est devenu un véritable passionné. Leonardo, c'était vraiment très, 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 très intéressant et un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, on va passer à la FAQ et puis je vais passer la parole à Small qui va nous faire remonter un peu quelques questions et puis ensuite, il sera temps de vous quitter, d'aller se coucher pour certains, d'aller faire la fête dans les bars de samba. Dans les bars de samba, c'est pas pour tout de suite encore. Oui, il y a... Ouais. Allez, vas-y, Small, mets-nous un peu l'ambiance, allez. Oui, il y a beaucoup de questions dans le chat sur le mercato, notamment une dernière pour Leonardo. On lui demande s'il préfère Guimarães ou Gerson. C'est une question qui lui est adressée directement. Uma pergunta para você, Leonardo. Eu já entendi. Você já entendeu, então você pode responder. Il a compris la question, il va nous répondre. Eu acho que foi o Eric que comentou, né? Chegou a comentar que o Bruno Guimarães era um jogador mais regional, né? Porque ele jogava num clube de muito menor expressão do que o Flamengo, né? O Atlético Paranaense. Ele é um grande jogador, o Bruno Guimarães. Mas eu acho o Gerson mais expressivo do que o Bruno Guimarães. Ele é mais presente em campo. Ele é mais presente em campo com a bola. Ele é um box-to-box, como todo mundo aqui já falou. Mas ele é mais presente, ele é mais vivo em campo, ele é raçudo, ele tem raça, ele joga com vontade, e eu acho que isso falta no Bruno Guimarães. Então, para mim, eu prefiro o Gerson. Alors pour Leonardo, voilà, Guimarães, bon, c'est un bon joueur, mais il l'a pas vu évoluer dans les mêmes conditions. Hein. Il avait beaucoup moins de pression quand il évoluait au Brésil. Il évoluait à l'Atlético Paranaense. C'est pas du tout le même contexte hein, par rapport au Flamengo. C'est comme si vous compariez, je sais pas moi, l'OM avec Lorient par exemple. Hein. Donc Gerson, de ce point de vue-là, déjà, on peut le juger là-dessus, c'est qu'il a été capable de gérer l'environnement d'un club à pression. Hein. Encore une fois, Flamengo, si vous saviez ce que ça représente Flamengo à Rio et au Brésil, c'est quelque chose de dingue. C'est l'Olympique de Marseille du Brésil. De toute façon, il n'y a pas d'autre comparaison possible. Donc Gerson, pour lui, il est beaucoup plus expressif, il est beaucoup plus présent, il a beaucoup plus d'intensité sur un terrain. C'est un joueur box-to-box, il est beaucoup plus vivant, hein, beaucoup plus de grinta. Donc il n'y a pas de comparaison possible pour lui et il préfère largement Gerson. D'accord, ok. Autre question de Fanboys MTP qui nous demande si Tullio de Melo fait partie du staff de Campos ou pas. Alors là, bonne question. Moi, je vous laisse la main parce que j'ai pas d'infos là-dessus. Moi, j'ai voulu aller un peu poser la question un peu à Eric, c'est ce que je voulais un petit peu savoir. J'ai pas osé parler de Campos directement, savoir s'il faisait partie de sa société en tant qu'agent. Après, il faut pas faire de lien surtout. Ouais, je pense. Mais je pense qu'honnêtement, tu vois, je pense que Tullio de Melo, il se lance dans le métier d'agent et d'intermédiaire de club. Il a un mandat de club, il travaille pour l'Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas s'il y a un lien avec Campos ou il est envoyé par Campos. Ça, pour le moment, tout ce qu'on sait, le président de l'Olympique de Marseille, c'est Longoria. Simplement. Ouais. Alors Longoria, juste un petit aparté, Longoria était présent à la réunion, pas physiquement, hein, pour un peu notre tweet on a été assez surpris de l'ampleur que ça a pris. Désolé de ne pas avoir été assez précis, mais il était présent en visioconférence hier lors de cette réunion. Hein. Voilà. Okay. D'autres questions, Small ?
Oui, une autre question de modérateur, enfin de Bar Stress qui nous demande, Adli, il y a la rumeur qui prend un peu de plomb dans l'aile, est-ce qu'il aurait aussi un accord avec Milan? Et donc savoir si on avait des infos là-dessus. Alors, qui a des infos? Alors, du coup, tu t'es transformé en spécialiste du mercato, El Tigre. Ouais. Alors, tu te démerdes, poteau. Moi, de ce que j'ai entendu concernant Edley, certains le savaient en off, je l'avais dit à l'époque. Je sais qu'il y a un accord avec l'entourage. Après, avec Toulouse, c'est une autre question. Tout simplement. Pour l'instant, il y a beaucoup de clubs qui est dessus Ça fait peut-être monter les enchères aussi. également, ça peut être ça, mais en tout cas, la réalité à l'heure actuelle, il y a un accord avec l'entourage du joueur, mais après, Toulouse demande énormément d'argent pour le libérer. Ça tournait pas autour des 15 millions, c'est ça, non? C'est ce que apparemment ils font courir à travers les médias, mais honnêtement, je n'en sais rien du tout. Pour les retardataires, là, on nous demande des infos sur Thiago Almada. Pour les retardataires, ceux qui arrivent en cours de route, Escobar Selassie, des infos sur Thiago Almada. Un petit récap, Momo, concernant Thiago Almada. Thiago Almada, de la description du joueur ou concernant les négociations? Non, concernant les négociations et où en est le dossier, d'Almada. Je pense que Ed aussi a eu les mêmes infos que moi concernant Almada. Je pense que ça va se faire. Après, c'est une question de temps, hein, donc l'ouverture du mercato ne se fait que, je crois, si je raconte pas de bêtises, à partir du 9 juin ou du 10 juin. Donc je pense que c'est l'une des priorités de Sampaoli. Hein. Bon, d'autres questions? Là, pour l'instant, non. Il y a eu beaucoup de questions sur Almada, sur Adli et sur Gerson, mais là, c'est en tout cas sur les dernières rumeurs, non, il y a pas d'autres questions mercato pour l'instant. Allez, on y va, on se jette un peu sur Platini. Allez, elle revient plusieurs fois. Allez, je sais que tu oses pas, moi ça va, je prends les responsabilités. Platini a été sondé pour être président. Mais écoutez, on va répéter ce que vous avez entendu un peu partout. Oui, il aurait été sondé pour être président. Thibaut Vézirian, notamment, avec qui on est régulièrement en contact, nous a confirmé cette information. Il a immédiatement décliné. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. On n'en sait pas plus. Et puis, c'est tout ce qu'on peut dire. Nous, cette info, elle vient pas de chez nous. Donc, on l'a prise comme vous, on l'a relayée, voilà, on n'en sait pas plus. Donc, personnellement, ça c'est un avis, c'est pas une info, je précise, attention. Hashtag la team premier degré, je veux pas me retrouver demain sur Twitter avec des insultes. Pour moi, Michel Platini ferait un excellent président, mais à mon avis, il a vraiment d'autres soucis en tête et d'autres projets. Voilà, il a des projets un peu plus institutionnels. Selon mes informations, et sa priorité ne serait vraiment pas de devenir président d'un club de foot, encore bien moins d'un club de Ligue 1. Voilà. Donc je pense que Platini, il faut oublier, à mon grand regret, parce que je pense que ce genre de profil pourrait être très intéressant à l'avenir pour l'institution OM. Voilà, ça c'était mon avis perso. Autre question? C'est intéressant. Ouais, excusez. C'est intéressant de savoir qu'on piste ce genre de profil, par contre. C'est intéressant. Parce que c'est des noms qui résonnent et c'est des noms qui ont du poids pour quand il faut défendre l'institution. C'est surtout des noms qui respirent le football. Ouais, et qui sont respectés dans le monde du foot. On sait de quoi on parle en plus. Donc, on sait d'où on vient, Alexo. Tout à fait. Allez, on en prend une dernière et ensuite il sera temps de clôturer. Malheureusement, j'ai tenté vainement de joindre Paulo César. Bon, ça c'est que partie remise. Il viendra, mais là, visiblement, il n'est pas connecté. Bon, en fait, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Là, allez, dernière question. On nous parle, puisqu'on y est, on nous parle de Boudjelal. Alors, Mourad Boudjelal, là aussi, c'était un profil qui aurait pu nous apporter. Personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui a une vision, un management du sport très, très intéressante. Mais là, par contre, je peux dire que ce sont mes petites infos à moi. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense
que Mourad Boudjelal n'est pas actuellement est loin, on va dire, de tout ce qui se passe autour de la vente OM et qui n'est pas dans les petits papiers d'un quelconque organigramme. Voilà. Ça, c'est encore une fois selon mes infos. Je ne suis pas parole d'évangile, c'est mon analyse d'après mes infos. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre, on n'est pas à l'abri de revirement de situation. On est un peu dans ce jeu aussi de mercato quelque part. Donc, encore une fois, chacun a sa petite pièce au puzzle. Nous, on a la nôtre. D'autres en ont des complémentaires. Voilà, donc on verra bientôt ce qui va en sortir. Encore un peu de patience et puis les masques vont tomber un peu partout. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis à ce moment-là, on fera le bilan. Voilà. Allez, on fait un petit tour. On fait un petit tour en plateau. Un dernier mot et puis on clôture. Boris, tu as passé un bon moment, tu as appris des choses, c'était sympa. Super, je me suis régalé. C'était super intéressant d'avoir Eric et sa connaissance du football brésilien. C'était notamment sur le profil Gerson, donc non, c'était très très intéressant. Et puis encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, bravo pour cette interview concernant cette journaliste brésilienne. Franchement, ça c'était bravo. Je pense que vous avez fait un énorme travail et son interview était très très intéressante, notamment avec ces petites infos concernant le hashtag VenteOM. En espérant qu'elle a des très bonnes infos. Allez, on vous invite à revoir cette interview puisqu'on mettra l'émission en replay. Elle sera sur Twitch et également sur YouTube. Un dernier petit mot avant de se quitter. Lexo, Stéphanie. Vas-y. Vas-y, Steph. Non, moi, j'ai passé une super soirée. J'ai trouvé l'émission et le thème aujourd'hui vraiment sympa. Je vous félicite pour la diversité des intervenants, c'est toujours très intéressant. On apprend toujours énormément de choses et moi je suis ravie d'être parmi vous. Voilà. Et je suis contente d'avoir découvert Gerson parce que j'ai vraiment envie de le voir jouer à l'OM maintenant, avec tout ce qu'on a dit. Il a bien été vendu. Allez, voilà. Lexo, et ensuite le mot de la fin pour Leonardo et on se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Lexo, un petit mot, quelques secondes. Un petit mot, super émission comme d'habitude, hein, fidèle à vous-même. Et puis oui, j'ai appris plein de choses aujourd'hui par rapport à Gerson, le joueur, voilà, par rapport à sa qualité. Et comme Steph, j'espère qu'il va arriver à l'OM. Voilà, je croise les doigts. Et puis moi, je suis un fervent croyant à la vente OM, je crois que ça va se faire, et puis voilà. Lexo, la seule chose que tu m'as déçu ce soir, c'est que tu n'as pas chanté du Barry White, mais c'est parti remis pour l'occasion de se revoir. On fera ça la prochaine fois. C'était une émission spéciale Brésil. Alors le mot de la fin pour Leonardo, nosso amigo, au Rio de Janeiro, nosso torcedor do Olympique de Marseille. Leonardo, a última palavra para você. Só queria agradecer pelo convite. É um prazer inenarrável, imenso falar do Olympique de Marseille. E é um prazer que eu não tenho normalmente, né, infelizmente. Então, só agradecer pelo convite. Foi uma noite muito, muito agradável. E é isso, até a próxima. Voilà, donc pour lui, c'était un moment extrêmement plaisant parce que c'est toujours un immense bonheur pour lui de parler de l'Olympique de Marseille. Il a passé un très très bon moment et il reviendra nous voir sans aucun doute. Allez, on vous remercie à tous. Merci à ceux qui sont en régie, ils se reconnaîtront. Merci Momo, merci Robin, merci FX, merci Small, merci Fanny, merci tout le monde, merci le chat surtout, toujours aussi nombreux. N'oubliez pas de vous abonner. Merci les subs. On se retrouve la semaine prochaine. Restez connectés, on vous annoncera le programme de l'émission. Bonne soirée, allez l'OM. Le dernier match de la saison, c'est ce week-end à Metz. On va choper cette 5e place et on va se retrouver l'année prochaine avec plein d'ambition. Bonne soirée, Sportmed. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Merci à tous et ciao. Merci.